bienvenue dans l'apéro des darons. Je suis contente de vous retrouver après de longs mois d'absence. Si j'ai une minerve aujourd'hui, ne croyez pas que c'était à cause de ça que j'étais pas là. C'est juste que je suis maladroite. Bref, bienvenue pour cette nouvelle émission de l'apéro des darons. Vous connaissez, c'est l'émission de Mademoiselle qui parle de parentalité avec humour. Enfin, on essaye. Je pense qu'on est drôle quand même. Oui, on est drôle. On essaie de l'être. On essaye de l'être. Par contre, on nique les tabous. Ça change pas. On peut parler de prout, on peut parler de couches, de trucs dégoulinants, de machin. Il y a aucun souci. On n'a aucune gêne. J'espère que vous en avez pas non plus parce que sinon, changer d'émission. Désolée. Et aujourd'hui, évidemment, je co-anime encore cette émission avec ma consoeur d'amour qui est juste à côté, Charlotte. Hello, la chargée des témoignages. Voilà. De Mademoiselle. Et nous avons la joie, l'honneur. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Joie, honneur et fierté, ça marche, de recevoir René Grosard. Bonjour René. Bonjour. Quel accueil. T'as vu ça un peu ? Ouais, c'est extraordinaire. Est-ce que tu te sens vraiment accueilli, attendu et aimé ? Pleinement. Eh ben écoute, c'est le but, parce que c'est exactement pour ça que tu es là. C'est pour toutes ces raisons. Et René, je pense que vous la connaissez. Oui. Si vous avez des yeux pour lire et des oreilles pour entendre, c'est assez pas mal. Et surtout, si vous avez un pied dans la parentalité, puisqu'elle a écrit 3 charmants bouquins que je vais vous montrer juste ici. Nous avons Choisir d'être mère, ici. Enceinte, tout est possible. Et le petit dernier, Mère sans filtre, qui a été coécrit avec 8 autres autrices, hein, c'est ça ? Des 8 autrices badass. Que des badass. Et je cite ma petite préférée, puisque c'est aussi avec Camille Abbé, que vous connaissiez de Daronne. Hein, c'était ma consoeur. Je l'aime toujours. Elle me manque. S'il te plaît, Camille, reviens. Sinon, j'annule tout. Enfin bref, voilà, on est très content de te recevoir. Et dans cette nouvelle émission, de quoi on va parler, Charlotte ? Eh ben, on va parler de Parentalité. Mais c'est surprenant. Féministe. C'est incroyable. Ouais. Pour un apéro des darons, on parle de parentalité, mais que Très se passe-t-il ? surprenant. C'est très chelou. Non, on va parler de parentalité féministe, de famille recomposée, de baby clash, parce que ça fait aussi partie du lot. Ça va être un chouette programme, ça va être intense, ça va être riche, et on a hâte. Ouais, C'est on bon. a très hâte. Est-ce que tout le monde est là ? Est-ce que vous êtes là dans le chat ? Parce que je vous vois, vous êtes 200 personnes, c'est mignon, mais vous pouvez aussi parler, vous pouvez écrire, vous pouvez poser des questions, vous pouvez envoyer des cœurs, parce qu'on n'a jamais assez d'amour. Donc s'il vous plaît, manifestez-vous, envoyez-nous des trucs, et puis c'est parti. Vous le connaissez maintenant. Je vais faire ce lancement de rubrique. Attention. Attends, non, je peux le faire en ASMR. Est-ce que vous entendez mon roulement de tambour ? On a un beau studio, mais on n'a pas encore de budget pour les lancements de rubriques. Non, les lancements de rubriques, non. Mais avant, on faisait ça avec un tambourin, tu sais, pour enfants, où j'avais un xylophone en bois, tu vois, je faisais ding, 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 ding. Ah, ding. mais c'est trop bien. Pourquoi t'as plus le xylophone ? Bah, parce que je crois qu'il est mort. Ah, Pas moi j'en ai un à T'en la as maison. Bah, Ouais. ramène un xylophone pour la Vas-y, je prochaine. ramènerai pour la Super. prochaine fois. Bah, en attendant, attends, lancement de rubrique ASMR. Bienvenue dans le Dico des Darons. Le Dico des Darons, qu'est-ce que c'est ? C'est une définition qu'on vous donne à chaque nouvelle émission. Pour bien commencer, en fait, l'émission de « Ah là là, un nouveau mot dans la parentalité qu'on ne connaît pas, on ne sait pas de quoi ça parle. » Nous en avons eu... Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu les tranchées, on a eu les lochis, on a eu... on a eu deuil périnatal la dernière fois. ça, c'est C'était moyen. pas très très joyeux. Non, c'était pas Mais super, c'était important mais d'en c'était parler. hyper important parce que ça fait partie. Ça fait partie. Et on avait aussi le Caire avec Cécilia le Caire, Creuset. ouais. Je sais plus ce qu'on avait avec Fiona Schmidt. Marâtre. Ah oui, Marâtre. C'était, Ouais, ça lui allait bien. Enfin, ça lui allait bien. Non, Fiona, ça allait bien au thème de l'émission. Attention, désolée Fiona, c'est pas ça que je voulais dire. non, on parle, bien sûr, on fait référence à son superbe livre Comment ne pas devenir une marâtre, évidemment. Qui, je vous le conseille, évidemment. Donc aujourd'hui, le mot en lien avec la parentalité, parce que c'est quand même pas mal dans l'actu en ce moment, si vous suivez encore une fois ce qui se passe dans la sphère parentale, c'est baby clash. Pourquoi parlons-nous de ça ? Qu'est-ce que le baby clash, en fait ? Est-ce que c'est le bruit que fait un enfant quand il se casse la gueule ? Bah non, ça pourrait, mais c'est pas ça. Le baby clash, c'est une expression... Attendez, j'ai une petite définition qui peut se rajouter à votre lexique, évidemment, bien fondée du postpartum, mais surtout, la meilleure définition que j'ai pu trouver, elle est dans le nouveau bouquin de la géniale Anna Roy qui s'appelle « Baby clash, devenir parent sans s'étriper ». On t'aime, Anna, aussi, reviens s'il te plaît, tu nous manques. Donc écoute un peu ça, ouvrez les guillemets. On peut s'aimer très fort, se respecter par-delà les montagnes. L'arrivée d'un enfant est un chamboulement tel que la branche est susceptible de craquer. Il ne faut pas en avoir honte ni imaginer qu'on a foiré nos plantations. On est simplement comme tout le monde. L'enfant est là, ce n'est pas toujours simple et notre couple se démerde comme il peut. Oui, exactement. Quand même, je pense qu'à un moment, il faudrait peut-être qu'Anna devienne présidente. Ou un truc. Genre, mais ça, tout le monde veut ça. Hein. Et pourquoi ? C'est pas encore le cas. Je sais pas, c'est bizarre. Je comprends pas ce qui se passe. Il y a un truc à merder quelque part.
Mais pour le baby clash, on a des chiffres. Ouais. Parce que ça concerne beaucoup de couples, en fait, 20 à 25% des couples qui se sépareraient dans les premiers mois après la naissance d'un premier enfant. Bon, ça date de 2014, ces chiffres-là. C'est le docteur Geberovic qui avait écrit un livre aussi qui s'appelle Baby Clash. Alors, je me permets une petite précision parce que je l'ai eu au tel. Bernard, c'est ça ? Oui, c'est ça. Petit nana. Et en fait, ce qu'il m'a dit, c'est que ces chiffres lui ont été prêtés, mais qu'ils ne sont pas de lui. Et que c'est difficile d'estimer en réalité le nombre de couples qui se séparent. Mais surtout par rapport autour de la naissance, quoi. Est-ce que c'est une sorte de flou autour de ces chiffres? Moi, j'ai essayé de les confirmer, j'ai jamais réussi. Puisque oui, mon travail est d'être journaliste. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, puisque chose que je n'ai pas faite moi, tu vois, en préparant cette émission. Je n'ai pas creusé à ce point-là. Non, mais c'est juste que moi, ce truc m'avait un peu obsédée parce que je me disais, c'est sûr que c'est plus. Et en fait, non seulement j'ai pas été satisfaite parce que j'ai pas trouvé mon chiffre, mais j'ai jamais réussi. Mais déjà, je trouve ça énorme, moi, en fait, un couple sur 5 qui se sépare juste après la naissance, quoi. Ouais. Moi, ça me semble complètement cohérent par ailleurs, mais j'ai pas réussi à trouver un truc fiable, en fait, qui parle de ce chiffre. Ouais. Voilà. Mais du coup, tu vois, quand un couple ça tient plus après la naissance d'un enfant, qu'est-ce qu'on fait, en fait, tu vois? Est-ce qu'on se met en boule dans un coin ou est-ce qu'on essaye de... J'adorerais que quelqu'un donne ce conseil. Mettez-vous en boule dans un coin, pleurez. Et ciao, bye. Et bisous. Mais ou est-ce que justement on essaye de faire ce qu'on appelle faire famille autrement? Est-ce que en vrai, ok, il y a clash après la naissance d'un enfant, c'est la merde, très clairement. Ça révèle beaucoup de choses aussi. C'est pour ça que d'ailleurs, Louise Chabat, que vous connaissez aussi sûrement, avait une réflexion que je trouvais très intéressante. Elle s'était fait la promesse avec son mec de ne pas se séparer, quoi qu'il arrive, la première année de leur enfant. En fait, parce que après, ok, on en discute, machin, mais la première année, avec tout ce qui se passe, tout le chamboulement du postpartum, de l'arrivée d'un enfant qui a quand même un bon coup dans ta tronche, ne pas se séparer, tenir le coup. Est-ce que oui, c'est un truc à faire ou pas? J'en sais rien, je sais pas. Mais du coup, pour ces couples qui se séparent, parce que ça arrive, est-ce qu'on peut continuer à faire famille autrement? Est-ce que c'est possible? Attends, votre avis à toutes les deux. D'accord. Alors moi, j'ai un principe de base, c'est que je me garde souvent de donner des conseils parce que je trouve que chaque situation est différente. Et je trouve que c'est plutôt un bon conseil en absolu. Pas avant un an. Mais quand il y a une situation qui est merdique et qu'on ne tient pas, il ne faut pas hésiter à quitter quelqu'un avant un an, évidemment, quoi. C'est ça. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'un enfant, c'est un grand chamboulement, que c'est des difficultés. Voilà, on sait tout ce que ça crée en difficulté. On peut redire si vous voulez. Mais, oui. C'est de la fatigue. Et quand on est fatigué, rarement, on est super sympa. Ah bon? Voilà. Ça n'a jamais été prouvé que quand on était fatigué, d'un seul coup, on devenait un ange. Non, c'est plutôt l'inverse. Clairement, on a envie de bouffer des tables et cramer des bagnoles. Et moi, je trouve que quand on est fatigué, c'est aussi des moments où on est nous en pire, en fait. C'est-à-dire que oui, les pires défauts, ils sont augmentés, multipliés, voilà. Ouais. Et ça révèle le pire de nous-mêmes. T'as complètement raison, quoi. Ça prend une proportion énorme, ouais. Et du coup, ça met aussi fait un petit numéro de cirque avec ses feuilles. Et du coup, ça nous met aussi dans des situations qui sont... pour moi, c'est un peu comme une drogue aussi, la fatigue. Mais une drogue mauvaise, quoi. C'est-à-dire que ça te met dans une sorte de déréalité de toi-même. Tu crois que c'est la réalité, mais c'est pas la réalité, en fait. Donc, typiquement, tu vas dire, mais je crois que je suis plus amoureuse de mon mec, je suis plus amoureuse de ma meuf. Et moi, il y a un truc que je n'ai pas raconté encore, mais ce qui sera dit un jour, c'est que j'ai écrit une chanson sur un matin. C'est quoi? Quoi? Vas-y, raconte. Je veux cette histoire dans l'intégralité. Vous voulez cette histoire? On fait cette histoire. Tu peux pas nous lâcher ça. C'est en exclu. Attends, je rebois un coup, je trouve ça génial. C'est en exclu. Je peux peut-être essayer de vous retrouver la chanson, mais il n'y a pas de musique, d'accord? C'est juste les paroles. C'est un slam, quoi. Non, mais non, ouais. Bah, tu m'as vu ou quoi? Je demande. Un slam? Non. Je demande. Non, je pense qu'un jour quelqu'un la mettra en chanson, mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'étais épuisée dans les premiers mois d'ortho, donc mon fils qui a 1 an. Et en fait, je me disais, mais ma vie, c'est de la merde, quoi. Enfin, voilà. Et donc, j'ai eu tout un moment comme ça où je me disais, mais en fait, là, ça va pas du tout. Où je doutais un peu. Je lui ai pas dit, mais coucou Clément, j'ai douté de notre amour. On l'embrasse. Non, mais il a compris parce que je lui ai parlé de la chanson sans jamais lui faire lire encore. Mais donc, du coup, j'étais en train de traverser le pont qui m'amène au travail. Et là, en fait, le pont d'Austerlitz, puisque je travaille à l'Obs. Il est immense, ce pont. C'est le temps d'une chanson. Il pleuvait un peu. Voilà. Est-ce qu'il pleuvait sur ton cœur comme il pleut sur la ville? Oh putain, c'est génial. J'étais mouillée et j'ai écrit cette chanson. C'était un peu Ophélie Winter. Des larmes coulaient sur mon visage. Et j'ai écrit cette chanson. La chanson dit qu'on est fatigué. C'est un bon résumé. Non, mais c'est dramatique. J'ose même pas la relire. Peut-être que je vais vous la relire, je vais voir.
verra ce qu'on fait, si on la relie ou pas, si vous avez le temps aussi, parce que Bien j'imagine sûr. que vous avez... Je t'assure qu'on a totalement le temps pour une chanson écrite sur un pont alors qu'il pleuvait. Un pont en train de pleurer. Ah oui, vraiment. Et non, mais la chanson disait, on est fatigué, du coup on n'est pas très connecté, parce que c'est ça qui est super bizarre, je trouve, dans les premiers mois d'un bébé, c'est que moi, à chaque fois dans mes couples, j'ai jamais été aussi proche de mes mecs. Ouais. Et aussi loin. En fait, c'est trop chelou, quoi. T'es dans un truc de... on est sur 2 planètes différentes et en même temps, on est très, très proches. Et voilà. Donc, chanson. Donc voilà. Je veux l'entendre. Je suis désolée. Moi aussi, je veux la mettre que tu la mettes en musique. Eh bien, écoutez, je peux essayer de retrouver la chanson. C'est vrai ? Je vais essayer de retrouver la chanson qui a été envoyée à des copines, jamais à Clément. J'espère que Clément ne... Clément, encore une fois, on t'embrasse. Vraiment navré. Voilà, c'est ça. Je t'aime, Clément. Tu es extraordinaire. Chaque jour, tu me réjouis. J'ai regardé par là-bas comme s'il était là-bas, mais en fait c'était là qu'il fallait que je regarde, je sais pas. C'est cette caméra. Non, c'est celle-là, c'est Je t'aime, Clément. Je t'aime, Clément. Tu l'as dit à toutes les caméras. Tout le monde sait que j'aime Clément. Lui-même le sait. Mais putain, c'est feuille. Et voilà, chanson. Je tape dans une conversation avec ma BFF, car vraiment il y a beaucoup de chansons. Là, on est et maintenant. J'en profite pour dire bonjour à SomBubus07 sur le chat qui nous dit hello. Eh ben je te dis hello. Nous te disons toutes. Oui, hello. on te dit tout hello. Mais les autres, manifestez-vous, venez parler. Ouais, et puis, si vous avez des questions à cœurs. poser, n'hésitez surtout pas à interagir dans le chat. Nous répondrons à vos questions avec plaisir. C'est clair. Alors, je sais pas si c'est avec plaisir. Ouais, si, allez, on va être sympa. Ça dépendra des questions. Ça dépend des questions, en fait. Ça dépend des après, si vous saulez, non pas forcément, mais je compte sur vous, je vous connais. Je suis pas sûre de retrouver la chanson, mais j'essaye, hein, franchement. Moi, j'y crois à mort. T'y crois ? J'y crois à mort. Je suis en train de faire toutes mes potes qui ont reçu la chanson. Et là, Clément se dit, mais non seulement cette connasse a écrit une chanson sur nous, mais en plus, elle l'a envoyée à toutes ses potes. Et là, elle va m'afficher sur C'est Twitch clair. en live. Ok. Je crois que... Ouais, voilà, je l'avais envoyée à Doudou. Doudou. Merci, Doudou. Coucou, Doudou. On t'embrasse. Coucou, Doudou, on t'embrasse. Chanson. Tac. Le suspense. Le suspense, ce matin, j'ai écrit une chanson. Bah oui, voilà. Ah voilà, je l'ai. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de la lire. Vraiment, la meuf, elle insiste pour s'afficher. Mais non. Tu vas pas t'afficher, dis-toi qu'on te soutient. Ouais. Ça se trouve, je vais me mettre à chialer parce que ça va me remettre dans le moment où je pleurais sur le pont. Je suis quelqu'un d'hypersensible, donc c'est pas impossible que je pleure aussi de honte. Oublie pas qu'il y a des chips au sarrasin. Si jamais tu pleures, ça remonte vachement tout de suite. C'est une super bonne nouvelle, effectivement. C'est connu que c'est un antidépresseur. Et dans le sel des sarrasins. Anxiolytique, tout à fait. Alors, je ne t'aime pas beaucoup en ce moment. Bonjour Clément. Ça commence pas. Coucou Clément. Ce matin, je suis partie sans te dire au revoir. Ça nous arrive parfois, mais là, sur le pas de la porte, j'ai décidé. Pas de revoir, pas de baiser. Salut. Je ne t'aime pas beaucoup en ce moment, tu m'agaces. Je ne supporte plus nos conversations machine à laver, couche du bébé, sérum fille. Et t'as payé la nounou ? Il ne faudrait pas oublier qu'on lui doit 30 € pour la soirée d'hier. Comment on fait pour la soirée du 30 novembre et les vacances de la Toussaint ? Je ne t'aime pas beaucoup en ce moment. Quand on se retrouve, tu travailles, on se dispute. Je ne supporte plus nos téléphones côte à côte dans le lit. Toi qui joues au sec, moi qui joue au Scrabble. Oh. Je joue au Scrabble. Moi aussi, j'adore le Scrabble. Je suis nullissime, mais j'adore. Moi, j'ai une moyenne de 24 points là par... Ouais, je suis la meilleure de ouf. Ah ouais. Voilà. Pas mal. Instagram, Twitter, on ne se parle plus, mais on lit beaucoup les autres. Je ne t'aime pas beaucoup en ce moment, je te trouve aigri, tu me trouves triste. Que vaut une histoire d'amour face au manque de sommeil ? Je ne t'aime plus beaucoup en ce moment, mais je t'aime tout court. Je garde ce cap dans ma tête, qu'aimer, ça n'est pas toujours être amoureux parfois. Ça reviendra quand on dormira. Rendez-vous dans 3 ans, mon amour. Je t'aime. J'espère que c'est revenu avant quand même. Drama queen. Mais c'est génial. Mais ouais, mais elle est trop bien. Mais c'est totalement universel. Mais ouais. Surtout. Oui, bah c'est pour ça que je la lis et je me dis il y a peut-être des gens qui aiment pas beaucoup leur mec ou leur meuf en ce moment et qui sont un peu qui se sentent un peu au fond du seau et qui ont besoin d'entendre ces trucs. Voilà. C'est ça. Est-ce que du si coup vous êtes après musicien, j'attends quelqu'un pour mettre cette chanson. Mais pas en slam du coup. Béance. Est-ce que du coup pour assurer celles qui peuvent t'écouter et qui sont reconnues dans cette chanson qui vraiment elle est trop chouette. Ouais, c'est vrai que tu peux rassurer en disant que ça va mieux ou pas? Ça va hyper bien. Ah ouais. Donc le pont de la pluie, c'est bon. Ouais, terminé. Putain. Non, mais ça va hyper bien. Et alors, là, je pense que s'il voit ça, ça va le faire rire.
qu'on a cette qualité de relation où on peut rigoler. En fait, j'ai une copine Nolven qui a écrit un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle La trajectoire de l'aigle. Et dedans, en fait, le personnage principal dit souvent à son mec aujourd'hui, je t'aime moyen, je t'aimais plus hier, en fait. Et il y a une sorte de baromètre comme ça où le couple se dit bof, aujourd'hui bof, quoi, demain plus. Voilà. 2 sur 10. Ouais. Et c'est un truc qu'on a un peu entre nous avec Clément, c'est on peut se dire aujourd'hui bof, quoi. Voilà. Et on sait, alors quand j'avais interviewé Bernard Geberovitz, il m'avait dit cette phrase que j'avais trouvée extraordinaire d'une vieille patiente qui lui avait dit pour s'aimer, il ne faut pas s'aimer toujours. Ah, c'est bien ça. Et je trouve ça super doux et joli. C'est qu'en fait, la vie, c'est jamais un long fleuve tranquille et tu traverses des trucs qui sont pas faciles et parfois t'es fatigué et c'est dur, mais ça veut pas dire que t'aimes pas la personne, ça veut juste dire que t'es dans le dur, quoi. Et donc, non seulement on va super bien, mais en fait, on a fait un truc, on s'est offert pour Noël des séances de psy, alors qu'en fait, on est ensemble depuis 3 ans et demi et qu'on n'a pas des gros problèmes, quoi. Mais on avait envie de prendre soin de notre couple. Et on est ressorti de ces séances, alors que moi, je me disais peut-être que ça va être un peu chamboulant, surtout que moi, j'avais vu cette même psy, d'ailleurs, pour quitter mon ex. Et en fait, ça a été... Ça t'a pas fait bizarre, ça, du coup alors, c'est un sujet qui a été discuté. Hein. J'en ai parlé avec Julien, mon ex. D'abord, je lui ai demandé la permission. Il m'a dit OK, pas de souci. Et on en a parlé avec Clément, qui m'a dit moi, je m'en fous. Si c'est au clair avec vous, enfin entre vous, pour moi, il n'y a pas de souci. Tout le monde s'entend très bien. Hein, voilà, oui, quoi. Mais ça, on va en reparler justement. Ouais, voilà. Mais et en fait, moi-même, je me suis demandé est-ce que c'est chelou ou pas. Et en fait, je me suis dit non. En fait, cette psy est géniale, je l'adore. Et du coup, autant pour empiler avec elle. Voilà. Et juste sur, En fait, j'aurais été encore en travail avec Julien, avec elle, j'aurais trouvé ça bizarre. Oui, ça aurait été étrange, mais vu que c'était au clair. Ouais, en fait, avec Julien, les choses sont plutôt bien soldées. Et donc, du coup, je ne vois pas pourquoi je me passerais d'une bonne petite couple avec mon mec. Ouais. Voilà. Et ça vous a fait quoi, du coup, cette séance? Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ma psy perso, la meuf, genre à 10 000 psy. Et en plus, en l'occurrence, j'en ai 3. J'ai ma psychiatre pour mon TDAH qui me file de la Ritaline, parce que oui, je suis diagnostiquée TDAH. J'ai ma psy psychanalyste et j'ai ma psy de couple. Et donc, ma psy de mon travail de 8 ans, etc., quand j'en ai parlé avec elle, elle a dit un truc, elle a dit c'est bien, ça va aussi vous permettre de parler des fondations de votre couple. Et d'un seul coup, je me suis dit ah oui, c'est vrai que toi, tu y vas en te disant on va peut-être régler des problèmes, etc. Mais en fait, t'es pas à l'abri que ce soit quelque chose de lumineux, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Ah, mais trop bien. Ouais, c'était super chouette. On a parlé de nous, de ce qui nous réunissait, de ce qui était plus compliqué. Et en fait, c'était super émouvant aussi parce que Clément, il a été... Alors là, c'est le moment où peut-être potentiellement je me mets à chialer. C'est un bouton qui est... je prépare les chips, qui est assez... parce que tu veux quoi? Tu veux m'essuyer les larmes avec les chips, la meuf? Je remets le sel qui tombe à l'intérieur. D'accord, ok. En fait, mon premier postpartum a été très, très difficile. J'ai fait une dépression qui a été diagnostiquée par cette psy de couple, d'ailleurs, qui m'a dit, en fait, tout ce que vous racontez là, c'est une dépression du postpartum. Je pleurais tous les jours, enfin, c'était très compliqué. Et puis, c'était pas autant mis en avant aussi, les dépressions du postpartum. Exactement. C'était la première grossesse, c'était à quelques années, donc beaucoup moins mis en lumière que maintenant, quoi. Tout à fait. Ulysse, il est né en 2015, et clairement, moi, je vois, pour avoir un petit, du coup, d'1 an et demi, là, la différence. Enfin, le monde n'est plus le même. Le traitement n'est pas du tout le même. Heureusement. Voilà. Et donc, ça a été dur la première fois, et voilà, j'ai été très, très mal. Et en fait, Clément, quand on s'est rencontrés, on a beaucoup parlé de tout ça. Ça a été un gros sujet entre nous. Et en fait, il a très bien compris ce qui s'était passé. Il me disait, t'es un peu une grande brûlée de la maternité. Et donc, du coup, c'est fort comme... Ouais. Mais en fait, il a cette qualité, je crois, Clément, d'être très à l'écoute et d'être aussi capable de dire les choses qui fâchent. Enfin, en fait, il fait face aux trucs pas cool, quoi. Ouais. Il va pas chercher à dire, voilà, il est là. En fait, il a posé les mots. Et je pense que pour lui, c'était important aussi parce que ça permettait de se dire, on va pas faire comme semblant qu'il n'y a pas eu un souci. Et donc, en fait, il a été hyper vigilant pendant mon deuxième postpartum. Et du coup, c'est trop bien. Ouais, ça a été. Et voilà. Et donc, c'est ça qui était très émouvant, c'est que cette. je pleure pas, c'est cool. La meuf qui est surprise. Attends, je prépare les chips. Je ne pleure pas. Voilà. Non, mais ce qui a été. J'adore. Non, mais ce qui a été très cool, c'est que du coup, de revenir chez cette psy qui avait été très au cœur de notre rupture avec Julien, ça a été très très douloureux, et de la voir de manière surprenante en constatant qu'en fait ça allait avec mon mec et qu'il avait été que les fondations sont là, elles sont bonnes. Oui, voilà. Et que cette fois-ci je suis dans ce cabinet et qu'en fait ça va, il fait beau, quoi. C'était très très chouette, et on est ressorti de là en se disant qu'on était plus amoureux, quoi. Mais c'est trop bien. Voilà. Ouais, non, j'adore cette histoire. C'est clair. Ouais.
Et on la revoit dans, je pense, 2 semaines, 3 semaines. Et voilà, et je trouve que c'est hyper... En fait, c'est très particulier une psy de couple ou un psy de couple parce que c'est un espace qu'on n'a jamais autrement. Quand on parle de notre couple, on en parle à des copines, son mec lui-même a des potes. Voilà, et en fait, c'est extrêmement rare et ça n'arrive même jamais. Moi, j'ai vraiment réfléchi à ça. Ça n'arrive jamais qu'on parle de son couple à deux à quelqu'un d'autre. Ouais. On va pas parler à deux de dire voilà, on a souci. Ou ça peut arriver, mais j'imagine que c'est très rare. Oui, c'est plus t'es toute seule en une soirée avec une copine, tu lui parles de ton couple, ton mec, la même chose, machin, mais de vous deux vous présenter face à vos potes en disant ça va pas, on traverse ça, c'est la merde. Machin. Parler à deux, d'ailleurs, ce serait hyper awkward. C'est clair. Et cringe de ouf, quelqu'un qui dit genre nous avons décidé de te parler de notre couple ce soir. Donc voilà, donc c'est. Veux-tu du coca? C'est ça. Non, parce que quand Clément me sodomise, j'aime pas du tout ce qu'il fait. C'est un truc horrible, tu sais. T'as les potes. Et c'est ça. J'ai besoin d'aller prendre des chips, s'il vous plaît. Par exemple. Voilà, et je sais pas pourquoi l'exemple de la sodomie est venu. Genre, je sais pas. On en vient toujours à la sodomie, tu sais, il y a un moment, on y vient. Ouais. Voilà, surtout que ce n'est pas une pratique que j'aime, que j'ai. Donc voilà, mon petit tabou, on va dire. Je parle beaucoup trop, ne me laissez pas parler, arrêtez. Est-ce que tu veux qu'on te redrive? Remettez-moi sur des rails. Je devais dire quelque chose de sur sensé. La psy du couple. La psy du couple. Voilà, c'est ça. La psy de couple, en fait, donc c'est cet espace où, quand tu parles avec tes copines de ton mec, tu vas dire, tu sais pas ce qu'il m'a fait. Ouais, c'est ça. Il T'es a toujours fait ça. dans un truc un peu acrimonieux, quoi. Voilà, et puis aussi dans un truc de genre, c'est toi qui as raison. Sauf qu'en fait, quand t'es en présence de quelqu'un qui est un peu au milieu, et que ton mec est là, tu peux pas faire n'importe quoi. T'es obligé de raconter la vraie histoire, en fait. T'es obligé de dire, bon, voilà, donc c'est vrai que moi, je suis quand même un peu comme ça. Bon, ouais, enfin, sauf si tu tiens à mitonner, tu vois, à te bullshiter et à bullshiter la psy aussi. Mais en l'occurrence, je trouve que c'est que ça t'oblige, en fait, à être honnête dans le truc. À être honnête dans ce que tu racontes. Et aussi, c'est bête, mais je crois que c'est important dans la thérapie, ça t'oblige à poser des mots ordonnés. Et pas mal poli. Ouais. Ça dépassionne un peu les trucs. Exactement. Ouais, c'est bien. Et donc du coup, ça te donne un recul sur toi-même qui est assez précieux. Et en fait, moi, tu vois, là, j'ai fait des stories sur les couples qui se séparent avec enfants. Et bon, on pourrait dire qu'elles défendent leur crémé, mais il y a plusieurs psys qui m'ont écrit en me disant que c'était une super idée et que en fait, quand on est au début d'un couple, on s'aime et que c'est hyper important pour communiquer. En fait, c'est les meilleurs moments où on communique, c'est ceux-là. Et que le problème des gens qui viennent très tardivement, ce que moi j'ai fait avec mon ex et ça a été très douloureux, c'est que souvent c'est déjà un peu trop tard en fait. T'es déjà en train de t'engueuler, tu te parles mal, tu te comprends plus. La machine est déjà lancée. La machine est déjà, voilà. Alors que si tu vas en étant bien, il y a quand même plus de chances que tu arrives à consolider les trucs de base. Exactement. Ouais. Ça veut pas dire que tu vas pas réussir à le faire dans une situation de crise, mais c'est quand même plus simple en fait de consolider un truc qui est bien, quoi, qu'un truc qui est déjà un peu et puis régler tous les petits problèmes avant que ça prenne énormément de place dans le couple aussi. Voilà. Et nous, c'est complètement l'idée dans laquelle on est, c'est qu'on a tous les deux été dans des ruptures qui ont été compliquées avant et on a tous les deux vu combien c'était compliqué quand t'avais attendu trop longtemps. Donc on est vraiment dans un truc de genre, on n'attend pas que la maison soit inondée pour appeler un plombier. Oui, tu as de l'expérience et tu vas et tu sais comment... Voilà, exactement. J'ai envie de citer Oscar Wilde, juste pour me la péter. Chic. L'expérience est le nom que l'on donne à nos erreurs. Et je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de le sauter. C'est bien, écoute. Mais elle est très bien placée, cette citation. Mais c'était parfait. Est-ce que j'ai fait une terminale L? Oui. Est-ce que tu la sens là? Moi, je me souviens d'aucune moi, je serais pas capable de terminale L. Écoute, je sais pas, ça me pop-up comme ça. J'ai 2 heures de sommeil dans la tronche, il faut que ça arrive. T'as pas beaucoup dormi. Mais non, à cause de ce truc de cours, c'était impossible, quoi. Impossible. Non, mais vraiment, ma vie, c'est vraiment ridicule. Et pourtant, t'avais pas d'enfant avec toi, ça? J'avais même pas d'enfant. Ah, mais ça, c'est le classique. Ton corps, il lâche quand tu veux. C'est dégueulasse. J'ai pas d'enfant depuis je ne sais combien de temps. Ok, je suis à Paris toute seule. Eh ben non, je dors pas. C'est non, c'est de l'arnaque. C'est vraiment de l'arnaque, mais nous allons faire de petites transitions parce que sinon, cette émission va durer 4 heures et j'aimerais que cette émission dure 4 heures. Sauf mais que, pas les gens. À un moment, vous allez partir, vous allez nous quitter. Et d'ailleurs, nous avons Alison Black qui dit « Normalisons la Ritaline à l'âge adulte ». Et yep, complètement. Bah, pas de souci, moi j'en ai dans mes poches. Qui veut de la Rita? Alors non, je peux pas la distribuer. Mais qui ne parle pas assez bien au micro, Alison, si tu nous entends pas, l'une de nous trois, peut-être qu'on met pas assez bien. Ok. N'hésite pas à nous dire, Alison. Ouais, on va mieux le tenir. On va bien le tenir, ouais. Oui, la Ritaline, c'est hyper. Je le dis parce que du coup, c'est hyper réglementé et c'est des ordonnances hyper limitées. Enfin, c'est pas comme ça en pharmacie. Blagues, voilà. Mais... Et puis c'est pour quelque chose de bien précis. Et ce n'est pas une blague et ce n'est pas des bonbons. Je fais des blagues, mais c'est quand même sérieux. Et vous nous connaissez maintenant qu'on fait quand même des blagues vraiment parfois nulles, surtout moi, je suis désolée, mais qu'on sait quand même être sérieuse. Voilà. Et parler de sujets. Bon, voilà.
Ce que je voulais dire ensuite, c'était pour rester dans les familles, voilà, les couples qui clashent et qui du coup en dehors de ceux qui se remettent ensemble, ceux qui arrivent comme toi à faire une thérapie, à avoir des fondations, etc. Mais il y a aussi les couples qui se séparent et qui continuent à être une famille. Et oui, on a les pères démissionnaires, on a aussi plein de trucs possibles. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui et ce dont je voudrais parler, c'est les familles recomposées qui marchent qui marchent dans le sens où tout le monde arrive à trouver un terrain d'entente et à continuer à être une famille, même si les parents ne sont plus ensemble. J'ai plusieurs exemples. J'ai toi, du coup, René. Je pense aussi à Ève, Simonet, si tu nous entends, on t'aime. Et puis, reviens aussi nous voir. Qui, justement, racontait et qui raconte de manière totalement libre ce qui s'est passé dans son couple après la naissance de son petit garçon, qu'elle s'est séparée de son mec, mais que ça les empêche pas d'être des parents, en fait. Parce que être une famille, c'est pas forcément le couple, l'enfant ou les enfants. Ça peut être une multitude de possibilités. Ça peut être aussi des parrains, des marraines présents. Ça peut être des grands-parents, des grands-mères, plein de trucs. Et ça peut être aussi un ancien couple qui continue à être des parents. Et ça, je trouve ça génial. Je voudrais qu'on en parle plus pour montrer que c'est possible, en fait, d'être séparé de son conjoint ou de sa conjointe, d'avoir des mômes et que ça aille, que l'enfant ne soit pas oh mon Dieu, il faut pas que je me sépare parce que sinon c'est les enfants qui vont pâtir et tout. Non, pas forcément, en fait. Il y a d'autres solutions et il faut trouver un truc qui vous convienne et il y a d'autres solutions possibles. Donc, ma question, parce qu'elle est très très longue. René, comment on fait Comment on fait Alors moi, il y a un truc que je pose toujours quand je parle de ce sujet et qui me semble hyper important parce qu'il y a déjà tellement d'injonctions dans la parentalité. Exactement. Qu'il ne faut pas que ça devienne un poids non plus de se dire je vais réussir à avoir ce type de parentalité, de famille. Voilà. Donc, moi, ce que je trouve, c'est qu'il faut quand même se poser que c'est un idéal et que parfois, il n'est pas accessible et c'est OK. Donc, par exemple, ce que je disais sur mon compte, c'est il y a des situations où il y a un parent qui est toxique, tu vois, et en fait, on ne va pas composer avec quelqu'un de toxique, non. Pas bien ni pour soi, ni pour l'enfant, voilà. Et puis, il y a des fois où on essaye et on n'y arrive pas et c'est OK aussi, voilà, quoi. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me tenait très à cœur parce que, déjà, Julien est un mec extraordinaire et que vraiment, j'aurais pas supporté qu'il sorte de ma vie, en fait. Ouais. Et moi, c'est un truc que j'ai jamais trop compris. Je dois dire, c'est que on attend de nous qu'on se mette ensemble et qu'on se sépare, mais pour moi, ça n'a jamais eu fait de sens, en fait. C'est-à-dire que je comprends pas comment tu peux t'être aimé autant et d'un seul coup, c'est fini, quoi. Ne plus être dans la vie l'un de l'autre et ne plus exister. Oui. En fait, quand t'as aimé quelqu'un autant, c'est quand même qu'il y avait des raisons que tu l'aimes. Et c'est pas parce que t'es plus dans un couple romantique que l'amour, pour moi, disparaît. En fait, moi, ce que je dis toujours, c'est que mon amour pour Julien, il s'est transformé. Il a évolué, il est devenu une autre, plus un couple, mais autre chose. Et Julien, je l'aimerai toute ma vie. C'est quelqu'un que je trouve, voilà, extraordinaire. Je suis hyper heureuse que ce soit le père de mon fils. Je suis très reconnaissante de tout ce qu'il lui apporte. Voilà. Et en fait, donc du coup, je peux dire comment nous ça s'est passé et comment on a réussi, sachant que ça n'a pas du tout été un long fleuve tranquille. Il y a eu des moments de crise, des moments de grande crise même. Hein. Mais je crois que la base, et ça c'est peut-être notre chance, c'est que tout le monde était très bienveillant. Que ce soit Julien, que ce soit Mathilde, sa nouvelle compagne, Clément ou moi, on était tous dans une empathie. Vous vouliez que ça fonctionne entre vous et que, Alors après, c'est toujours que ça fonctionne, c'est un peu compliqué parce que bon, pour tout dire, là, c'est toujours le moment où je me dis peut-être que j'en dis trop, mais je vais quand même le dire. On est retourné voir notre psy de couple 2 ans après notre séparation parce qu'il y a eu un moment de crise. Je vais résumer le truc très, très rapidement, mais moi, j'ai une tendance à être très dans le fantasme, de l'idéalité. C'est pour ça que je dis aussi, méfiez-vous de moi, tu vois. Parce que, genre, moi, c'est vraiment madame, genre Jacques Demy, quoi. C'est ma vie, en fait, les demoiselles de Rochefort. Ça finit par écrire des chansons sur un pont. Voilà, j'écris des chansons sur un pont, donc n'écoutez pas tout ce que je dis en disant « Ah, c'est donc ça, la réalité. » Non, mais c'est hyper important de savoir d'où je parle, quand même. Tu vois, je suis quelqu'un de très optimiste, voilà. Il y a des gens qui ne le sont pas, et il faut quand même me dire aussi, voilà. Et donc, du coup, moi, ce que j'imaginais un peu à ce moment-là, quand il a fallu aller voir cette petite coupe, c'est que je me disais, un jour, peut-être, on fera de la bêta à partager avec Julien et Mathilde et Clément, et ce sera super. Et il y aura Ulysse au milieu, et il rira, il chantera, et dansera. Et voilà. Et en fait. Est-ce qu'il sera habillé avec un petit polo bleu marine à rayures en regardant l'océan? Ah non, de la couleur rose-jaune, on est chez Jacques Demy, n'oublie pas. C'est vrai, mais oui, complètement. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, c'était un truc dans ma tête. J'en parlais vite fait avec Clément parfois, qui disait, ah oui, c'est vrai que ce serait sympa. Voilà. Mais en fait, il s'est passé quelque chose où j'ai compris que Julien était, très loin de ça. Quand je dis très loin de ça, c'est que je lui demandais un tout petit truc et c'était pas possible pour lui. Et là, en fait, moi, j'ai pété un câble parce que je me suis dit,
en fait, je lui en ai pas voulu à lui, je m'en suis voulu à moi. Je me suis dit, t'es débile, en fait, t'as complètement fantasmé ce truc, etc. Et en fait, lui, il en est pas là du tout. On est retourné voir la psy et la psy nous a dit en fait le problème avec vous René c'est que vous dites alors on va faire une pièce montée, ok, donc voilà, donc moi je prends ci, toi tu fais ça, hein, ok, voilà. Ouais. T'es un peu chef d'orchestre voilà. ouais. Exactement, et donc elle sera comme ci, comme ça, et voilà, et en fait au bout d'un moment vous retournez et vous captez que la personne n'a même pas une poêle en fait, on n'a rien en fait, la personne en fait elle voulait juste lire un livre, et donc elle a dit ça et je me suis dit genre c'est vrai. Et donc là, elle s'est retournée vers Julien. Elle lui a dit « Qu'est-ce que vous voulez, Julien ?» Et Julien, il a dit « Des carottes râpées. » Gros bâtard. Et donc, là, on l'embrasse. OK. Donc, j'étais effectivement un peu loin avec ma pièce montée. Et en fait, à partir de là, c'est devenu une blague entre nous, puisqu'on fait la fête ensemble. Et on s'est retrouvés un peu... j'allais le voir en teuf, quand on était au milieu de la nuit. Je disais, et donc, par rapport aux carottes râpées, est-ce que peut-être maintenant, on peut passer aux carottes cake? Une évolution possible. Il disait, oui, mais tranquille, hein, pas trop de sucre, pas trop de beurre et tout ça. Et là, notre stade est une sorte de carotte cake avec un glaçage. Oh, bah c'est bien. Voilà. Et c'est super, et je pense que ça lui va bien à lui, ça me va bien à moi. Et étape par étape. Ouais. Étape par étape. Ouais. Et puis, même peut-être que c'est la fin. C'est peut-être la dernière fin de la pièce montée. Enfin, et c'est super. Et si ça convient à tout le monde, en fait, c'est ça. Exactement. Qu'il faut, quoi. Ouais. Et donc, pour revenir à la question initiale, je pense que ce qui a été précieux dans notre chemin, c'est qu'on s'est quand même écoutés, quoi. On a fait gaffe les uns aux autres et que avec bienveillance et voilà, c'est ça, et que on a compris aussi l'intérêt qu'on avait non seulement à pas se perdre, mais aussi à fonctionner ensemble, parce que en fait là on a un système parental qui est quand même assez fonctionnel. Moi je considère qu'on est une équipe parentale à 4 autour d'Ulysse, ce qui est énorme du coup. Ouais, c'est trop cool. Et je suis très reconnaissante à Mathilde de ce qu'elle fait pour Ulysse, et Clément est super avec Ulysse aussi. Et voilà, et je pense que ça fonctionne vraiment parce que tout le monde a en tête l'idée que personne n'est l'ennemi de personne. Voilà, tout le truc autour de la marâtre, tout le truc... Enfin, voilà, c'est des choses... Et puis vous avez placé l'intérêt de l'enfant au milieu. Exactement. Aussi. Ouais, voilà. Ouais. Enfin, et moi, je pense que Ulysse, c'est un petit garçon heureux je pense qu'il capte même pas que c'est une situation qui est pas la plus... voilà, que c'est pas hyper fréquent que ça se passe comme ça. Hein. Pour lui, c'est genre sa vie, en fait. Enfin, il a ses parents qui peuvent fêter le jour de l'an ensemble, ce qui était le cas... et il est au milieu et c'est cool, on est là pour les anniversaires ensemble. Et je pense que lui, peut-être que dans 20 ans, il se dira « Ah, en fait, c'était pas la norme, quoi. » Ou peut-être que dans 20 ans, ce sera et peut-être que dans 20 ans, ce sera plus la ouverte norme et que complètement, ouais. Bah, ce serait cool. Ouais, franchement, c'est ce qu'on souhaite à tous les enfants de parents qui se séparent, quoi. Ouais. Que ça se passe au mieux et qu'il n'y ait pas de tension. Et qu'ils ne voient pas leurs parents se déchirer, se bouffer, et qu'il y ait de l'apaisement, en fait. Et chacun trouve sa pièce montée, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et moi, je l'ai fait pour Ulysse, évidemment, c'était la priorité, mais c'est aussi un truc pour moi, c'est que moi, j'aime pas vivre dans l'aigreur, en fait. J'avais aucune envie d'être dans des petits nœuds dans mon ventre, là, où je suis en mode genre, ah, elle est comme ci, et toi, t'es comme ça, ah, elle est plus comme ci, ou genre, ah, Julien, il l'aime, et toi, est-ce qu'il t'a aimé, ou je sais pas, enfin, tous les trucs qui peuvent passer par la tête et qui sont normaux. T'as vachement d'ego aussi qui revient, ça te touche toi perso, et ce qui est normal. Mais... Et c'est normal. Enfin, je peux pas dire que j'ai jamais été jalouse, c'est pas vrai. Évidemment. Enfin, tu vois, évidemment que j'ai été jalouse, c'est le mec que j'ai aimé pendant 11 ans, j'ai été folle de ton fils, voilà. Évidemment, c'est normal de l'être, et après, c'est savoir jusqu'où cette jalousie te porte, en fait. Tu vois, est-ce que c'est de la jalousie de l'instant parce qu'il y a un remplacement, parce que ça touche quelque chose d'intrinsèque chez toi, ou est-ce que c'est quelque chose qui passe, qui évolue, qui est totalement... Et puis voilà, je pense qu'il y a moi pour être du coup en thérapie depuis 8 ans, enfin je suis en train de terminer mon analyse, mais il y a quand même un truc où je sais maintenant que quand on ressent quelque chose, c'est quand même intéressant de s'interroger sur de quoi l'émotion est-elle le nom, en fait, en gros, quoi. Parfois la colère c'est une façon de se respecter, enfin voilà. Donc je sais que l'avantage aussi d'être en thérapie, c'est que j'ai pu parler de tout ça, ma psy a pu aussi montrer tout le truc de la pièce montée. Elle me le faisait sentir à sa manière en me disant gros, calmez-vous, quoi. Redescendez un peu sur terre, Jacques Demy. Voilà. mais à la fin, je crois que que c'est cool. Là, t'es apaisée ? Hyper. Ouais. Enfin, c'est même pas. Enfin, c'est juste, ça continue sa route tranquille. Il n'y a plus d'interrogations les interrogations que j'ai, c'est des interrogations de style est-ce que si un jour on se marie, on sera les uns aux autres à nos mariages ? Ouais. Tu vois, je me dis, bon, franchement, si on en est là, c'est que
Oui. C'est pas. Ça va. Je nous le souhaite. Oui. Et si c'est pas possible, c'est pas possible, quoi. Enfin, voilà. Je vous le souhaite aussi, surtout si vous fêtez le nouvel an ensemble, quoi. Ouais, voilà. Oui, mais après, c'est vrai que c'est encore une autre chose de quand t'as été mariée. Et moi, je sais qu'un des trucs qui était le plus douloureux après la séparation avec Julien, c'était de repenser au mariage, parce que c'était un moment très heureux, que c'était, c'était un beau moment. Et donc, est-ce que moi, par exemple, à titre personnel, je serais capable de regarder mon mec Voilà, ça y est, le petit lapsus. Bon. Coucou. Tu vois, je reviens dans mes problématiques. Non, mais en fait, du coup, le lapsus, il dit ce que c'est. Enfin, c'est que quand t'as aimé quelqu'un aussi longtemps, tu continues à l'aimer. Oui. Non, mais au-delà du fait que tu continues à l'aimer, c'est que, enfin, tu vois, il y a un truc où tu te remets dans ton propre mariage. Ouais. C'est ça que je veux dire. C'est pas que je pense que Julien est mon mec maintenant, c'est que moi, j'ai été mariée avec lui à ce moment-là. On a fait un mariage ensemble. C'est encore se séparer que de le voir faire ça avec quelqu'un d'autre. Ouais, je l'ai vu avoir un enfant avec quelqu'un d'autre. Mais c'est ça que j'allais te demander. Justement, ça t'a pas fait hyper bizarre non. Mais en fait, ça a clarifié les choses encore plus. Ah ouais ? Ouais. Et en fait, quand moi, j'ai accouché, le jour de mon accouchement, Julien devait récupérer un truc à la maison. Il est passé, j'étais en train de me tordre parce que j'avais des contractions de fou. Et derrière, il m'a écrit un message en me disant « J'ai été hyper émue de te voir sur le point d'avoir cet enfant, j'ai hâte de le rencontrer. » Et en fait... ça fait quelque chose. Ça me fait la chair de poule ce que tu racontes, c'est énorme. Ouais, ça m'a bouleversée parce qu'effectivement, ils ont un lien très spécial tous les deux, avec Orso. Et moi, je sens que j'ai un lien particulier à Mel. Oh, je vais pas dire son prénom, pardon. On va l'appeler M. M, voilà. Parce que ce gosse, pour moi, c'est comme un neveu, en fait. Et en fait, Julien, je lui ai dit une fois, et je sais que c'est bizarre, mais pour moi, c'est comme un frère maintenant, en fait. Il y a un truc de cet ordre-là. Et donc, du coup, cet enfant, je l'aime, mais comme un neveu, quoi. Et je l'aime d'amour. Enfin, vraiment, je vois sa bouille, j'ai envie de le... il est juste comestible. Genre. Voilà. Il est adorable. Et bon, voilà. Après, franchement, je sais pas ce que ça va donner. Si ça se trouve, à un moment donné, ça va capoter. Si ça se trouve, ou pas, en fait, il va rien se passer. Si ça se trouve, ça va être super. Enfin, voilà. En fait, je fais attention parce que Julien, en fait, du coup, avant que je parle de tout ça, je l'ai quand même consulté. J'en ai parlé avec Mathilde aussi parce que je fais attention à tout le monde et que je voulais pas... Enfin, moi, j'ai un petit côté livre ouvert, donc tout est un peu sur la table. Mais c'est pas leur cas, ils sont plus discrets. Et donc, je voulais m'assurer que c'était OK pour eux que je parle de ça sur Instagram, en l'occurrence. Et Julien m'a dit juste... enjolive pas trop les choses, quoi. C'est bien que ce soit... Bon, il me connaît. Aurais-tu été mariée avec lui? Voilà, c'est ça. Donc, il a bien connu l'animal. Et donc voilà, il m'a dit ça. Et voilà. Donc, en fait, moi, c'est pour ça que par respect pour ce qu'il m'a demandé, je dis que ça n'est pas... Mais de toute manière, moi-même, je l'aurais dit parce que j'aime pas les choses fausses. Et j'aime pas les mensonges, en fait, ça me saoule. Enfin, c'est de l'hypocrisie un peu, je pense. Sinon, quand tu parles, il y a enjoliver et limite mitonner, en fait, tu vois. Et là, c'est pas parce que tu racontes une histoire avec des jolis mots et avec un contexte, avec un truc, on a l'impression de lire un livre et c'est hyper agréable à entendre, mais on sait que c'est sincère. Après, t'as l'autre partie des gens, parfois, qui peuvent mitonner carrément sur leur relation, mais pas volontairement forcément, tu vois, mais la recréer complètement et rendre le truc complètement faux. Et si l'ex en question voit le truc, fait c'est pas du tout ça qui s'est passé. Mais oui, en fait, moi je trouve que ce que j'aime pas dans les mensonges sur les couples, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, etc., c'est que ça crée une pression pour les autres. Bien sûr, voilà, une injonction. Voilà, une injonction. Et la dernière chose dont j'ai envie, c'est que quelqu'un se dise « Ah, pourquoi elle réussit et pas moi ?» Parce que en fait, c'est une équation de ouf. Il faut quand même avoir ça en tête. Et c'est un alignement des planètes aussi. Mais de ouf. C'est-à-dire qu'en fait, il faut 4 personnes qui soient à peu près opérationnelles et qui fassent fonctionner le truc. Moi, j'estime que j'ai de la chance, en fait. Quoi. Donc, on l'a créé, cette chance aussi, hein, c'est vrai. Vous l'avez travaillé? On l'a travaillé et tout. Mais il suffit que tu aies une des personnes qui soit... Et parfois, les gens font pas exprès. Ils sont juste aussi abîmés. Ils sont dans des trucs où c'est trop, ça vient les chercher à des endroits trop douloureux. Enfin, il y a plein de configurations qui font que c'est trop mal. C'est son expérience perso et sa manière de gérer aussi le conflit et le rejet et la jalousie, tout ce que ça peut amener dont tu parlais tout à l'heure. Enfin, c'est hyper dur à titre individuel de savoir comment on va réagir et comment on va pouvoir s'adapter. C'est vraiment en fonction de son propre passé, je pense aussi, et de sa volonté de voir la suite. Mais moi, je suis hyper impressionnée. Enfin, c'est vraiment le truc de voir une famille comme ça, parce que du coup, t'es une famille hyper étendue. Enfin, tu vois, tu dis que tu considères M comme un peu ton neveu. Enfin, je trouve ça ouf, c'est génial, quoi. Et c'est tellement
rare à entendre. Et je pense pas que vous soyez les seuls à avoir ce type je pense pas. de formats familiaux. Oui, et oui. Je pense pas que ce soit la norme, mais je pense pas que ce soit non plus... ça existe, quoi. Ça existe, mais... Après, moi, il y a un truc qu'il faut peut-être préciser, c'est que ma mère est sénégalaise d'origine. Et en fait, je pense que ça m'a vachement influencée dans ma façon de percevoir la famille, parce que pour moi, ma famille à Dakar, au Sénégal, c'est une immense maison où il y a plein de maisons clétantes, mes cousins, enfin, tout le monde vit ensemble. Ouais. Et donc, du coup, tout le discours, par exemple, de Gabriel Richard sur faire famille autrement, moi, de base, en fait, c'est un truc que culturellement, j'ai, parce que j'ai été un peu élevée par mes tantes aussi, et que là, je les vois plus et elles me manquent terriblement, d'ailleurs. Mais parce que ça fait 4 ans que... Enfin, non, ça fait même plus que 4 ans, parce que la dernière fois que j'y ai été, Ulysse avait 10 mois, donc ça fait 8 ans que j'y ai pas été. Ouais. Et ça fait plus que 4 ans. Ça fait plus que 4 ans, une petite notion du temps qui n'est double pas légèrement parfaite. le Voilà. truc. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été des figures parentales très importantes pour moi et qui font que c'est rigolo parce que le Sénégal n'est pas le pays le plus queer du monde. Enfin, non pas qu'il n'y ait pas des personnes queer, mais bon, la société entière ne l'est pas forcément. Et moi, c'est ce qui m'a mené à la famille queer. Moi, c'est ce qui m'a mené à me dire que la famille, c'est pas que les liens du sang, parce que je vois bien que ma mère a aussi des amis très proches qui sont comme des tantes pour moi et que je les appelle tata. Et voilà. Et pour moi, en fait, mes fils, ils ont une famille qui est très vaste, quoi. Très étendue. Voilà, c'est nous, mais c'est aussi les potes. Enfin voilà, c'est leur marraine, c'est les parents. Enfin voilà, je trouve que la famille, pour moi, j'ai beaucoup de familles en fait. Il y a ma famille de sang, quoi. Enfin mon frère, ma sœur que j'adore évidemment, mon père, ma mère. Mais il y a aussi la famille que j'ai eue à Asnières parce qu'on a vécu en coloc quand Ulysse était bébé. Voilà, on était 6 dans une maison et ça pour moi c'est vraiment une famille. Oui. Un truc un peu bizarre à dire, mais Bliss, je les ai vus à la galette et je leur disais, franchement, j'ai l'impression d'être en famille. Enfin, c'est un truc vraiment. Voilà, j'ai ma famille de teuf. Enfin, il y a pour moi, mais j'ai l'impression d'avoir au moins. T'as plusieurs groupes WhatsApp, quoi. Ah, ça, j'en ai plus qu'un, c'est sûr. Genre, je pense à ma pote Nolven qui est vraiment horrifiée quand elle voit mes groupes WhatsApp. Et là, c'est beaucoup trop. Voilà. Bon, TDAH, quoi. Oui. Voilà. Mais c'est très touchant à entendre et c'est touchant. Bah écoutez, touchante, vraiment. Je suis contente de vous toucher. On avait d'autres petites questions à te poser concernant, par exemple, là on va essayer de recentrer un peu sur la parentalité féministe, qui était à la base notre thème, mais que j'ai pas très bien amené. Non, mais c'est pas... on papote et puis oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Manger des chips avec nous. On avait des questions sur ton compte Instagram, tu as une énorme communauté et j'ai 200 personnes qui me suivent. Oui, voilà, c'est toujours voilà. Je crois que j'en ai 183, moi. C'est vrai? J'ai un compte fermé. Toi aussi? Non. Ah. Putain. Non. J'ai vu ça, genre style de rien, genre bam, ok. Par contre, attends, sur Thread, là, le nouveau truc, je crois que j'ai 28 personnes. Ah, mais moi aussi, Thread, je comprends rien en plus. Enfin, mais moi, je comprends. Je veux qu'on me suive. Mais il y a trop de choses. Suivez-la, ok. Vous qui regardez l'émission, suivez-la. Moi sur Instagram aussi, si vous voulez. Non, en plus, je publie rien, je dis rien. En fait, je suis le genre de meuf qui regarde. Il faut entretenir aussi les réseaux sociaux. Bah justement, une grosse charge. Ma question, t'as vu un peu cette transition. Comment est-ce que c'est difficile à gérer? Donc ta communauté Insta où tu as vraiment des prises de position, tu as des stories hyper impactantes et du coup énormément de réponses. Comment est-ce que tu arrives à gérer ça en plus de ton métier de journaliste, de ta vie de famille et tu vois un peu tu vois venir la réponse ou pas? Ouais. Bon, ma question... Bonjour, je suis TDAH. C'est ça la réponse. Ouais. C'est vraiment, j'ai toujours fait 10 000 trucs en même temps. Et tu t'épuises pas? Ah si, ça fait partie du problème. Ça fait partie du package. Ouais, c'est que t'arrives pas à fixer de limite en fait, c'est ça? En fait, le compte Instagram, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à le faire, je me suis dit que c'était hyper apaisant. Parce que dans ma tête, c'est un bordel comme ça en permanence. Ouais. Que tout ce que je partage sur Instagram, normalement, moi, c'est dans ma tête, ça fait attends, mais ça aussi, attends, mais qu'est-ce que t'en penses de ça? Eh ben dis donc. Et donc, du coup, ouais, je m'épuise moi-même. Et donc, en fait, juste, j'ai trouvé dans cet espace un moyen de rentabiliser un peu ça. Quand je dis rentabiliser, c'est juste que ça serve. Parce que je vois bien qu'il y a des gens qui. Enfin, moi, franchement, très modestement, ça me sert déjà à moi à poser les choses. Quoi. Ouais. Mais je vois que des gens m'écrivent pour leur dire que ça leur fait
du bien. Donc, je me dis tant mieux en fait, si mon petit bordel de tête. Ouais, puis je sais pas, tu t'investis vachement. Là, tu as fait une carte collaborative de psy de couple safe et tout ça. Enfin, ça a l'air de te prendre quand même pas mal. Ça me prend du temps. Ouais. Tu fais des trucs énormes. À chaque fois, c'est pas juste des petits sondages ou des appels à témoignages. C'est quand même des trucs hyper impactants. Parce que je sais pas faire autrement en fait. C'est-à-dire que en gros, j'ai un peu un truc où. Comment dire, j'ai plein de défauts et je peux en parler aussi pour. Attends, on entend un mot sur deux. René, bug de micro. On entend plus. Fais voir si t'es pas un peu déconnecté au câble. C'était décroché. Est-ce que c'est mieux comme ça? Vous m'entendez un mot sur deux. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous entendez René dans le chat, s'il vous plaît? Genre juste un petit oui, un petit non, un prout. Non, d'accord. Alors attendez, on va faire un. Et là, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Est-ce que vous avez... c'est bon, tout le monde nous entend? C'est bon. Super. Ça fait combien de temps Est-ce que ça faisait longtemps que vous entendiez plus René? Et s'il vous plaît, une petite réponse. Merci beaucoup de nous avoir signalé le bug. C'est très gentil, Margot et Alison. On vous voit? Bon, du coup, c'est bon, c'est reparti. Pardon pour la pause. C'est en alternance. Mais c'est chiant, ça. C'est toujours? Ça fait qu'une minute qu'il n'y a pas eu son. Ok, ça va. Si on n'a pas vu 10 minutes. Ok, bon. Ok, c'est bon. Très bien. Continuons. On en était où? Mince, je sais plus, j'ai perdu le fil, excusez-moi. Le compte Instagram. Oui, le compte Insta. Ça me prend, etc. Je peux avoir une flûte? Oui, bien sûr. Une flûte? Servez-vous en flûte? Des flûtes. Des flûtes? Moi, ça va. J'essaie de me concentrer. Pardon. Non, mais t'inquiète. C'est juste moi, tu sais, mes petits... le compte Instagram, donc du coup, ça me permet de déposer mes idées et puis visiblement c'est utile, donc voilà. Et oui, ça me prend beaucoup de temps, mais voilà, je sais pas trop commencer un truc sans le faire à fond. Et en fait, quand je vois des gens, en gros, à la base, tout est parti du fait que j'ai un couple de potes qui a besoin d'une thérapeute ou d'un thérapeute. Et du coup, je me suis dit que j'allais partager ça pour essayer de trouver pour eux quelqu'un pour les aider. Et là, il y a plein de gens qui ont commencé à me demander « Ah, est-ce que tu peux me recommander aussi? Moi aussi, ça m'intéresse. » Et donc là... mais c'est un problème, hein. Je ne sais pas faire genre là. Et je me dis comment je peux aider les gens parce que j'ai un vrai truc de vouloir aider, voilà. Donc ce que j'allais dire, c'est que j'ai beaucoup de défauts, mais une des qualités que j'ai, c'est que je suis plutôt généreuse, je crois. Et donc, en fait, je sais pas faire les trucs à moitié. C'est un peu comme si je mettais si je fais un buffet, je me dis pas tu vas là, tu vois, on a un bon buffet, quoi. Il y a des trucs au sarrasin, on a bu un petit verre. Voilà, je sais pas si tu vas pas mettre juste une cacahuète, quoi. C'est pas cool. Voilà. N'oubliez pas que ma mère est africaine, sénégalaise, et que du coup, j'ai un petit truc comme ça. Redites si jamais, parce que je vois bien que je fais des trucs. Non, ça va. Donc c'est vrai que j'ai cette tendance quand je commence à faire quelque chose à me dire un peu comment ça peut être vraiment utile. Et typiquement, c'est vrai que la carte, je trouvais ça intéressant en fait qu'elle soit disponible pour les gens. Et ça me prend du temps, mais j'apprends à le dompter ce temps. Donc notamment, il y a un truc dont on a convenu avec Clémence, c'est que c'est du travail en fait. Donc du coup, si je m'embarque dans des stories, je le fais pas n'importe comment, ce que j'ai pu faire au tout début quand j'avais pas encore compris que ça me bouffait du temps. Oui, sur ton temps de couple, ton temps de famille, exactement. Tu ne fais pas à ce moment-là, tu te dédies un moment dans la journée pour le faire. C'est ça. Comme temps de travail, quoi. Voilà, exactement. Donc du coup, typiquement, je vais dire à Clément, là, j'aurais besoin de 2 heures en fait pour faire ça. Est-ce que c'est ok pour toi ou pas? Et puis il y a autre chose que je me fixe moi comme règle, c'est que je fais pas gaffe aux chiffres. Alors, je vais pas mentir, évidemment que je regarde le nombre de gens qui regardent une story, évidemment que je regarde le nombre de gens qui like un post. Je vois pas comment on peut faire autrement. Enfin, je pense que c'est tout le monde regarde. C'est impossible. Voilà. Mais en revanche, je suis jamais allée mettre le nez dans les petits graphiques. Les stats hyper détaillés et tout ça. Je veux pas parce que je veux même pas savoir ce que j'ai intérêt à faire ou à ne pas faire. Juste, je veux pas aller trop loin. Voilà. Donc, typiquement, un truc que je fais, par exemple, parfois, c'est qu'il y a des moments où je sens que j'ai trop parlé. Et voilà, et je le sais en fait. Et je me dis là, meuf, maintenant tu vas t'imposer du silence. C'est super important en fait. Et je suis peut-être TDAH, mais il se trouve que je me connais très bien et que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Donc je sais que mon orientation naturelle, c'est de gesticuler, de parler, voilà. Mais ce qui me fait profondément du bien, c'est de me récupérer, d'accepter le silence, de faire des choses qui soient très calmes, de méditer, voilà.
de faire du sport, enfin d'être dans un truc qui ne soit pas ce petit bavardage qui par ailleurs a tous ses avantages mais qui présente aussi des inconvénients. Donc j'équilibre comme je peux ce truc-là, et il y a des moments où ça marche bien et où je me dis là c'est cool, tu t'es arrêté au bon moment. Il y a des moments où je me dis là c'était trop, et voilà, c'est une sorte de balancier permanent entre ce qui me fait du bien à moi, ce qui peut faire du bien aux autres. Il y a aussi cette question qui est compliquée, je trouve, quand tu es à ce niveau de followers, c'est que, et d'autres personnes m'en ont parlé, c'est que tu ressens une attente un peu. Oui. Mais d'ailleurs, moi, il y a un truc qui me frappe souvent, c'est que je vois des gens qui sont très suivis, qui reviennent en disant « Désolé, j'ai pas été très présent ». Et alors ça, moi, c'est un truc, je me suis dit, jamais ne dis ça, parce qu'en fait, tout le monde s'en bat la race que tu n'aies pas été présente. Personne se dit, mais dis donc, elle est où René ? Et en plus, tu dois rien à personne, toi. Non, tu dois rien à personne. Mais tu vois, c'est ambivalent, parce que je dis, personne se dit ça, et en même temps, je sens une attente. Et je sens une attente, parce qu'il y a même des gens qui me disent, j'aimerais que tu parles de ça, j'aimerais que tu parles de ça. Tu réagis sur ce sujet d'actu, on te mobilise sur certains sujets, quoi. Ouais. Il y a des gens qui le font. Et puis, c'est toujours la même chose. C'est qu'en fait, la même question peut être bien formulée ou pas formulée. Il y a des gens que ça a dû m'arriver de bloquer des gens. Hein. Ah ouais. Bah oui, parce qu'en fait, il y a un moment donné. Alors, moi, je suis très indépendante et je déteste qu'on me dise quoi faire. Donc, tu m'étonnes. Donc, si on me dit j'ai vu ce truc-là et c'est intéressant et ce serait chouette que t'en parles, je peux y réfléchir. Et par contre, je m'écoute tout le temps parce que je trouve pas ça intéressant que je fasse un truc où je suis pas à l'aise. Donc, je trouve que les gens le sentent directement et que ça n'a d'intérêt pour personne en réalité. En revanche, quelqu'un qui dit fais ci, fais ça, bon ben ça dégage en fait. Quoi. Non, c'est genre ciao bye. En fait, j'ai déjà trop de trucs de contraintes dans la vie pour en plus avoir des red chefs sur Instagram, quoi. C'est pas possible. Payez-nous, s'il vous plaît, voilà, sinon. c'est ça, exactement. Et il y a toute cette dimension où c'est un travail gratuit. Oui. Et alors. Moi je suis très au clair là-dessus, c'est un travail gratuit, je veux pas de collab et tout parce que je trouve qu'en tant que journaliste c'est trop compliqué et comme je disais j'aime être libre et je trouve que ça enferme en fait. Enfin moi ça m'enfermerait en tout cas, et en revanche je sais ce que ça m'apporte et combien c'est précieux pour moi, et les gens me partagent aussi des choses, je découvre des choses, enfin, c'est très riche. En revanche le jour où je sentirais que je m'y retrouverais pas, bah j'arrêterai, ce sera pas grave quoi. Et à côté de ça, t'es journaliste à l'Obs, t'as la rubrique Bazar parental que j'adore. Exactement. Est-ce que ça nourrit ton travail de journaliste aussi, ce travail que tu fais gratuitement sur Insta ou pas ? Oui, complètement. C'est pour ça que pour moi, en fait, je sais que j'y trouve mon compte aussi. C'est une porte ouverte sur la société. Bon, alors après, il y a des biais sociologiques. Hein. Je veux dire, les filles qui me suivent, elles se ressemblent quand même a priori. Donc, oui, t'as pas trop de ce qu'on appelle les haters, des trucs comme ça, parce qu'en fait, ils te suivent pas de base, ceux qui sont pas dans la même optique et dans le même biais féministe et engagé machin. Ils vont et je me méfie. Alors voilà, tu vois, sur les followers, un truc dont j'ai peur, je dois dire, c'est que pour l'instant, j'ai une communauté qui est genre mais tellement choubidou. Enfin, les gens sont adorables. Enfin, c'est trop cool. On m'a donné un cookie hier. C'était vraiment trop bien. On a lu. Voilà. Une fille m'avait parvenu un cookie. J'étais vraiment, mais j'étais trop, je sais pas, j'étais vraiment émue quoi. Et puis le cookie, c'était le meilleur cookie de ma vie en fait. Quoi. Donc ça y est, elle m'a fait partie pour un quart d'heure sur le cookie. Et donc ce cookie, c'est ça, on va recentrer. Mais incroyable, c'est vrai. Non, c'était ouf. Mais donc voilà, c'est une communauté qui est vraiment géniale. Et j'avoue que je suis dans un truc très ambivalent par rapport au gain de followers. Parce que d'un côté, je me dis, bon, c'est cool si ce discours de materféminisme, en gros, quoi, imprègne d'autres gens. Enfin voilà, mon discours, évidemment que j'ai envie qu'il soit entendu, quoi. Ouais. Donc, c'est cool d'avoir plus de followers. Mais en même temps, je me méfie du moment où t'en as de plus en plus et où t'as moins Ça te dépasse. Bah ouais. Ouais, j'ai pas spécialement envie d'avoir une communauté de 400 000 personnes avec des gens qui m'insultent, par exemple. Bah quoi. Non. Donc, voilà. C'est pour ça que vraiment, j'ai ce truc en tête. J'ai vu une copine l'autre jour qui a une grosse communauté qui m'a dit, en fait, je m'arrête là parce que elle était très apaisée, mais elle m'a dit, je sens que là, moi, j'ai fait le tour. Au max, c'est bon, quoi. Et ça m'a vachement inspirée. Je me suis dit, prends-en de la graine parce que c'est très bien de savoir aussi s'arrêter, de se dire ce qui s'est passé. Mais comme une émission, en fait. Parfois, les émissions s'arrêtent. Hein, oui, c'est ça, t'as fait le tour, c'est fini là, c'est voilà. Mais après, si ça te bouffe, si niveau santé mentale ou charge sur ta famille, ta charge mentale et tout, tu t'y retrouves plus, vaut mieux arrêter au bout d'un moment. Quoi. Ouais, voilà, exactement. Donc je suis un peu là-dedans. Est-ce que t'as un peu parfois, dans tous les followers que tu as, est-ce que t'en as qui attendent de toi une espèce de pureté militante, tu vois, ce truc épuisant et fatigant où tu peux pas foirer en fait, où comme tu disais, il y en a qui te demandent de prendre parole sur des sujets, de te commander un peu, tu vois, des stories. Et donc, quand toi, tu fais des stories spontanées, est-ce que
tu sens ce truc de ouais, mais t'as pas parlé de ça et t'as pas dit ce truc et machin. Toujours la recherche de la perfection, alors que. Ouais. Non, c'est arrivé. Et franchement, en fait, c'était au moment de Bastien Vives. Ouais. Une meuf qui m'avait écrit en me disant René, on vous attend sur Bastien Vives. Oh. Tu sais, t'as vraiment l'impression d'être au Carrefour. Tu sais, Vous êtes attendu à la caisse pour parler de Bastien Vives. Alors non. Bah non, en fait. Et surtout, moi, j'ai aussi un truc voilà, qui me semble hyper important, c'est que tout le monde ne peut pas parler de tout. Oui. Et moi, il y a des sujets où je pense que j'ai des choses à dire et je pense qu'elles sont pas inintéressantes. Mais je suis assez lucide sur ma compétence sur d'autres sujets. Et il y a des sujets où je ne vais rien dire de plus que des gens qui ont déjà tout bien dit. Donc, en fait, c'est très bien de le reconnaître, franchement, plutôt que de parler. Et en fait, je le fais parce que je sais que j'aime pas le bruit, moi. En fait, il y a un truc qui me gonfle, c'est les gens qui parlent pour rien dire. Je déteste ça. Et je pense que tout le monde a des choses à dire sur certains sujets, mais qu'on n'est pas tous pertinents ou intéressants sur tous les sujets. Voilà, et qu'il faut parler aussi. C'est bien d'écouter les autres. Et que c'est bien. Et encore une fois, le silence, tu vois. Moi, c'est un truc que je chéris un peu, de me dire, là, c'est pas ton moment, c'est pas toi qui vas parler, tu vas écouter. Et vraiment, moi, ça, c'est une qualité que je recherche vachement chez les gens. J'ai vachement de mal. Ouais, l'écoute. Ouais. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui savent pas écouter. Et je pense qu'on dit toujours que les défauts qu'on a sont ceux qu'on supporte le moins chez les autres. Et comme je disais, voilà, je l'ai beaucoup dit, mais je suis TDAH. Je pense que naturellement, mon inclinaison, c'est plus de faire pipi. Et il y a je pense que j'ai eu dans le passé, j'ai pas su écouter. Et du coup, en fait, maintenant que ce défaut, je crois plutôt bien travaillé, j'ai un peu du mal à le ressentir. Ne plus le voir et chez les autres aussi. Ouais, voilà, j'aime pas ça. Tu pointes tout de suite. Que je sens et qui est désagréable. Ouais. Et voilà, et moi je trouve enfin je sais pas, donc quand c'est arrivé, j'ai mis les choses assez vite sur Bastien Vives. J'ai dit alors en fait on va se calmer tout de suite. Il y a plein de choses qui ont été dites sur Bastien Vives. Moi je vais rien dire de plus. Si vous avez besoin que je dise que ce qui se passe c'est pas bien, je peux le dire, mais je crois que c'est un peu nul en fait comme propos de dire c'est pas bien. Donc voilà, je me rappelle plus exactement des termes. Enfin voilà, je me souviens qu'il y avait une expo qui était prévue, que c'était vraiment indécent quoi. Ah oui c'est vrai, je m'en souviens. C'était il y a longtemps, non? C'était Angoulême, non? C'était pas une carte blanche. C'est une provocation presque. Carte blanche à Angoulême. Ouais, ça. Bref, donc moi j'avais rien à dire de plus. Et puis ce que j'ai dit surtout, et moi c'est quelque chose que je mets beaucoup en avant sur mon compte. Moi j'aime la complexité, j'aime les choses nuancées, j'aime réfléchir. L'ambivalence. Donc du coup en fait la pureté militante vraiment c'est pas ma came quoi. Enfin et d'ailleurs je sais que pendant longtemps sur Twitter je parlais pas beaucoup. Parce que c'était hyper présent ce truc et que moi, en fait, je me sens mal en fait quand on attend des gens qui soient droits. En fait, les êtres humains sont infiniment complexes et voilà, et on peut pas être parfait, ça n'est pas possible. Donc, et puis surtout, tout évolue, toute pensée évolue aussi. Exactement. Les gens changent et en fait, je sais pas. Enfin. Moi, ça m'intéresse pas le côté monastique, c'est pas mon truc. Donc, je pense que les gens qui aiment ça, ils sont pas chez moi et que s'ils attendent ça, ils partent quoi. Ils vont ailleurs et voilà. Chercher bonheur ailleurs. C'était quoi cette pub? Attends. De quoi? C'était pas SFR? Non, c'était va chercher bonheur. Oui, c'était ça, c'était SFR, mais c'était genre dans les années 2000, ça. Oui, écoute, 2001, 2002. J'ai des refs des années 2000 qui me pop-up dans la gueule, je sais pas pourquoi. C'est très bien. Va chercher bonheur ailleurs. Du coup. Et moi, pour passer à la question d'après, moi j'ai une petite story time. Tu m'as influencée, René. J'ai acheté un Posca violet. Mais non. Influenceuse Posca. Alors, j'explique pour les personnes qui nous regardent, c'est que moi j'habite en banlieue, j'habite dans le Val d'Oise, dans une ville, dans la plus vieille rue de ma ville. Et les trottoirs sont tout petits, mais les voitures se garent régulièrement sur les trottoirs. Et donc, je ne peux pas passer avec mes enfants quand je reviens de l'école. Et ma fille est en trottinette, donc c'est chiant. Et je suis obligée de passer sur la route où les voitures passent à 50 km/h alors que c'est limité à 30. Et du coup, sur les conseils des abonnés de René, ou je ne sais plus si c'était toi directement. Ah non, c'est pas moi, c'est Betty. Betty, on peut pas dire son vrai prénom, mais Betty est extraordinaire. Betty, je raconte son histoire maintenant. Vas-y. Je suis allée faire un reportage à Marseille sur la place des enfants dans la ville parce qu'il y a un sujet particulier à Marseille où plein de parents disent que c'est une ville qui est pas très accessible en réalité pour les parents. C'est sûr. Alors le problème est vrai à Paris aussi, mais il se trouve que les gens râlent particulièrement à Marseille. Il y a un syndicat des poussettes enragées à Marseille. Ouais. C'est un gros truc. Il faudrait que je lance ça dans mon coin. C'est clair. Ouais. Voilà. Et ce nom m'avait. Enfin, c'est un gros truc. C'est un vrai truc, en tout cas, parce que ça, le syndicat a un peu été mort et je crois qu'il est en train de redémarrer. Et ça marche le micro, du coup, maintenant je suis un peu. Et en fait, quand j'ai fait ce reportage, du coup, je me suis retrouvée à parler avec cette fille donc, qui s'appelle Betty, pour de faux, parce que c'est pas son vrai prénom.
Et Betty m'a raconté que quand elle était vénère contre des automobilistes qui se garent n'importe où, ce qui est beaucoup le cas à Marseille, parce que les gens sont pas dans des doubles fils, mais des triples, quadruples, enfin c'est un truc de ouf, quoi. En fait, elle a un Posca violet, elle le sort et elle le passe sur les voitures. Et la meuf se balade avec sa poussette et son petit Posca violet. Moi, je fais pareil maintenant et j'adore ça. Mes enfants, ils me le disent. Celle-là, elle est mal garée, maman. Vas-y, sors ton feutre. Et moi, j'ai mon Posca violet aussi maintenant dans mon sac. Ce que je trouve, je l'ai jamais fait encore pour être honnête. Ah oui. Mais ce que je trouve drôle, en fait, c'est que ça a lancé un truc. Mais en fait, moi, c'est un type d'activisme que j'adore. C'est que ça dit quelque chose et c'est gentil. Oui, parce qu'en fait, ça part. Ouais, alors, voilà. Mais pas bien méchant, quoi. Ce qui est drôle, c'est que du coup, quand j'ai posté les stories, que j'ai raconté cette histoire, il y a d'autres meufs qui sont venues dire ah ouais, génial. Et elles ont pris des Woody, donc c'est un petit crayon un peu gras là, blanc. Ah oui. Et donc, ce qui est trop drôle, c'est qu'elles se tapent des BM noirs. Mais tu sais, en fait, quand tu fais un trait comme ça là. Oh, ils pensent que c'est une rayure. Ils pensent que c'est une rayure. Oh merde. Et ça, franchement, ça me fait tellement plaisir. Je suis désolée, mais ça reste un kiff intersidéral à chaque fois que j'y pense. Putain. Voilà. Et je trouve ça super parce que c'est un vrai sujet, c'est que les femmes sont les personnes qui s'occupent le plus des enfants. Ouais. Et la ville n'est pas pensée pour elles. Elle n'existe pas dans la ville. Ouais. C'est hostile. Ouais. Moi, le mercredi, quand j'emmène mon petit bobo de fils à la comédie musicale, il a vraiment une activité comédie musicale. Et l'après-midi, il a cirque. La mienne, elle fait du théâtre d'impro, tu sais. Ah, voilà. Bienvenue à Montreuil. Enfin, moi, j'habite à Montreuil, en tout cas. En Bretagne. En Bretagne, tout est possible. Tout est possible. Bon, bref, quand je l'amène à la comédie musicale, à chaque fois, je me dis, mais en fait, j'ai l'impression d'être dans Super Mario, quoi. Tu sais, c'est le jour des poubelles. Je slalom entre les poubelles. Il y a des camions qui se garent. L'autre jour, j'ai dû passer sur la route parce qu'il y avait une benne qui avait été installée et à chaque fois je me dis mais merde en fait à la fin quoi, en fait on n'existe pas, c'est d'une violence en fait, enfin et la ville n'est pas pensée évidemment pour les poussettes, c'est pour des trottoirs qui sont pour les fauteuils roulants exactement, et ça c'est super important, c'est que quand tu commences à aborder cette question, et c'est pour ça que j'aime cette question d'amour, en fait très vite tu t'écartes des poussettes, des enfants, des femmes, et t'accèdes effectivement à la question du handicap, de comment en fait on vit dans une ville, comment à Paris, comment tu fais juste pour te balader, tu vois, prendre le bus c'est pas possible parce qu'il n'y a pas toujours les trucs qui descendent, le métro c'est pas accessible, il y a pas très peu de métros qui ont des stations. Ouais. Et au-delà de ça pose d'autres questions que je trouve hyper importantes, c'est en fait qu'est-ce qu'une ville, à quoi sert une ville, et en fait comment on se meut dans la ville, et en fait c'est des questions qui est prioritaire dans la ville aussi. Et voilà, et c'est des questions urbanistiques qui sont juste hyper intéressantes, et voilà, il y a des villes où il y a des parcs où les parents peuvent boire des coups à côté des jeux des enfants, voilà, enfin il y a plein de choses qui sont pensées où les enfants peuvent être avec les vieux aussi, enfin tout ça. Moi il y a ma place à Montreuil où j'habite, je l'adore parce que c'est une place où tout le monde est là, les gens sont pas, voilà, on pourrait juste mettre une nuance, c'est que les gens ne sont pas ensemble, mais tu as différents types de populations qui se côtoient. Il y a les enfants qui sont dans le parc, l'été les parents peuvent les surveiller du bar qui est juste à côté, c'est trop bien, ça c'est bien pratique. Ma vie, j'adore cet endroit. Et t'as les SDF qui ont leur coin et qui sont là, et là pendant l'hiver ils font du feu et c'est leur coin, et je sais qu'apparemment il y a des gens à qui on a voulu proposer un logement qui voulaient pas bouger parce qu'ils sont bien sur cette place. Il y a des gens qui font de la danse sur un parquet, enfin il se passe plein de choses sur cette place, elle est passionnante, et voilà, et pour moi une ville c'est un endroit où idéalement on vit ensemble en fait. On cohabite. Ouais. Et en fait, la ville telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est le lieu du capitalisme en fait. On y passe pour aller produire des choses. Et si tu commences à réfléchir à la ville autrement, en fait, c'est hyper révolutionnaire. Et il y a des chercheurs qui ont bossé là-dessus, et voilà, et j'adore ce sujet. Ouais, je comprends. La passion. Du coup, on a complètement dévié. Mais on fait que dévier, mais c'est les digressions de l'apéro. Parce que moi, du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'avec le Posca violet, ça m'avait aidé, et dans ma parentalité, enfin voilà, moi aussi, c'est pour dire aussi ma colère de pas pouvoir passer sur le trottoir, d'être obligée de passer sur la route avec mes enfants qui passent safe et tout ça. Mais toi, est-ce que tu as des comptes sur Insta qui t'aident aussi, ou que tu t'aimes bien consulter en parentalité? Ouais, en parentalité. Bon, ben, évidemment, Anna Roy. Ah, la grande l'unique. Ouais, voilà. On t'aime, Anna. On t'aime. Toute la team de Bliss, enfin, franchement, alors, Bliss, c'est une drôle d'histoire, voilà. Parce que c'est pas, enfin, on est différentes. Mais par contre, je trouve que Clémentine Gallet, donc, qui a fait Bliss. Qu'on attend à l'apéro des Daronnes un jour, hein, Clémentine. Hein, c'est pas faux de t'avoir envoyé des mails. Tu peux isoler ce petit moment, et coucou, Clémentine.
Même René te le dit, viens nous voir. Viens, Clémentine, viens. Et donc, je trouve quand elle a fait la team pour le spectacle qu'on a fait sur la maternité, elle a eu cette intelligence de mettre des gens ensemble qui n'ont franchement rien à voir, mais qui ont des choses à raconter différentes sur la parentalité. L'intro avec Fiona, c'est spectaculaire. Voilà, et Fiona, moi je trouve qu'elle est extraordinaire. Oui. Je suis fan de Fiona, que j'appelle mon Martinouze. Voilà, c'est un petit hommage à la CGT. Et Fiona, en fait, elle est hyper intéressante sur la maternité parce que... de Fiona Schmidt. Exactement. Fiona Schmidt est hyper intéressante sur la maternité parce que les femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants, en fait, elles ont compris ce que d'autres, un peu moins intelligentes peut-être, comme moi, n'avaient pas compris. C'est-à-dire que pour refuser, en fait, pour choisir de ne pas avoir d'enfants, en fait, il faut savoir de quoi c'est fait cette histoire, quoi. Et en fait, Fiona, moi, on en a parlé, elle a très bien compris tout ce que ça coûtait. Elle l'a compris elle a bien pigé le sujet, elle l'a étudié, elle l'a évalué et elle a fait son choix totalement éclairé. Exactement. Là où moi, je suis tombée dans la maternité comme on tombe dans un trou, quoi. Enfin, voilà. Et j'ai rien compris à ce qui m'arrivait. D'où ce livre qui, à la fin, s'appelle Choisir d'être mère, parce qu'effectivement, pas de choix éclairé de mon côté. Et je suis hyper heureuse et j'en ai refait un derrière. Donc, c'est vraiment que j'aime ça par ailleurs. Je vous les montre encore une fois. Allez, c'était subtil pour vendre mon poisson. Attendez, tu sais. Est-ce que vous me voyez bien comme ça? Attendez, je viens mon micro. J'ai mis la bonne caméra. Trop mignon. Nous avons Choisir d'être mère qui est ici. Enceinte, tout est possible qui est ici. Et bon, bordel, c'est hyper dur de montrer des livres comme ça. Et Mère sans filtre. Tu t'en sors bien. Ici. Franchement, moi, c'est bien fait. Bonjour. Je repose. Donc voilà, et donc Fiona, qui d'autre? Maman mais pourquoi, qui est une chercheuse belge, si je dis pas de bêtises. Voilà. Je sais qu'il y a plein de contes très différents qui racontent plein de choses. Il y a tellement de contes aujourd'hui que c'est difficile de parler de tout, mais voilà. Et j'adore le conte de Manon de Daroni Food Club. Ah oui. Voilà, qui parle de DME. Parce que c'est un conte très joyeux, très rigolo et qu'en même temps c'est des bons. Ça apprend des trucs, et c'est plein de tips. Voilà. Il y avait Roger la petite sœur et ça qui ont monté un collectif dont j'ai un peu oublié le nom, mais qui est un collectif qui check des informations et je trouve qu'elles font un super taf. J'ai oublié le nom, je suis désolée. Je l'ai dans mon téléphone, mais c'est pas. En fait, je pense que si on va sur le compte de Roger la petite sœur ou PRG, le blog, ce genre de. Enfin voilà, on peut retrouver les infos. On peut retrouver le taf. Et moi, je trouve ça assez précieux de voir combien aujourd'hui il y a des gens qui véhiculent des informations et. Ilana Weisman aussi. Ah, Ilana, ben non. Ilana. Évidemment. Donc, tu vois, en fait, là, typiquement, je me disais, t'es en train d'oublier des gens. J'étais en train d'oublier Ilana. Non, mais après, sinon, allez voir dans les comptes que suit René, si vous avez besoin d'inspiration parentalité. Allez voir dans le mien aussi. Bon sang, là, je suis là avec mes 100 followers. Suivez-moi. Okay. Elle a envie d'être suivie. Un peu, j'en ai marre en fait. Non, mais en vrai, ne me suivez pas, je sers à rien sur Instagram. Hein. Je suis juste là pour vous mater. Mais tu sais, c'est rigolo, c'est que en fait, je crois que pour avoir des followers, c'est ça. Plus tu parles, il faut interagir. J'interagis pas en fait. Et je comprends l'envie d'avoir des gens qui soient là. Mais en même temps, c'est pas possible. Oh la flemme, tu vois. Non, j'ai pas le temps pour gérer un compte Instagram. Donc suivez-moi, mais le dites pas. Voilà. Discrètement. Je suis sûre que tu vas gagner des followers. Non. On fait un pari. Combien t'en gagnes là? T'étais à combien avant? T'avais dit. Attends. Non, regarde pas maintenant. Attends, regarde à la fin. Ah, c'est la fin peut-être. Non, pas encore. J'adore ce jeu. Attends, donc t'es à combien? Attends, mais je sais plus. J'ai plus le chiffre en tête, mais je devais être à. Je dirais là comme ça, 184. De toute façon, tu vas avoir un petit pop qui dit machin a commencé à te suivre. Oui, voilà. Donc, mais je connais même pas mon compte Insta. Non, mais attends, elle rigole celle-là. Depuis tout à l'heure, elle me saoule. Ça doit être Manon-Portanier ou un truc comme ça. Ok. Donc sinon, vous allez sur le site de Mademoiselle, vous cliquez sur ma fiche, là où il y a tous mes articles, vous lisez assidûment, et du coup, il y a mon compte Insta. Donc suivez Manon, s'il vous plaît. Portalier. Et comme ça, on verra combien de personnes t'en suivent à la fin. Je suis sûre qu'il y aura 2 personnes et encore. Mais ce sera drôle. Je vais être hyper triste. Mais non, on va bien rigoler. Vous êtes pas sympa. Et ça parle de bienveillance, de machin. Oh, la sororité, vraiment. Les mauvaises personnes. Je vais faire un enchaînement pour parler d'Instagram. Ok. Faut que j'arrête de bouger le cou. C'est. Attendez, j'ai un autre jingle à faire. Attention. Bien joué. Pas mal, hein. Jingle, demande à ta daronne. Mais qu'est-ce que c'est, demande à ta daronne? Demande à ta daronne. Donc là, putain, j'ai du mal. Je suis désolée, j'ai faim et je suis fatiguée. Mais sur Instagram, la semaine dernière, on vous a demandé ce que c'était pour vous qu'élever des enfants de façon féministe. Donc vous avez répondu plein de trucs, c'était hyper chouette. J'ai sélectionné combien? 1, 2, 3, 4 questions que j'ai trouvées vraiment chouettes.
La première est de Jenny Moitrel. Désolée si j'ai mal dit ton nom sur Insta. Et qui se questionne. Élever un enfant de façon féministe, c'est est-ce que j'achète autant au rayon garçon pour une fille qu'au rayon fille pour un garçon? Et je trouve que personnellement, c'est un petit débat qui m'énerve parce que j'ai une fille et un garçon. Ma fille, c'est globalement toujours habillée au rayon garçon. Et j'étais là, rien à foutre. Tu vois. Et mon petit mec, parce que c'est pas le mien, sinon c'est un lapsus assez chelou, aussi, je pense qu'il faut qu'on en parle. Donc il a 2 ans pour l'instant, mais j'arrive pas à les taper dans le rayon des filles. Tu vois, il met encore les fringues de sa sœur, etc. Tout ça, tu vois. Mais si je vois un truc avec trop de paillettes ou trop de petits nœuds ou trop de papillons machin, je fais non. Pourquoi en vrai? Moi personnellement, j'ai attendu qu'il me demande. Tu vois, moi, il a voulu une jupe à Noël. Ah oui, t'as attendu qu'il te demande d'avoir à Noël. Ouais. Elle est comment la jupe? C'est une jupe qui habille avec des. Est-ce qu'elle tourne? Oui, elle tourne. C'était très important. C'est très important. Genre avec du tulle et tout. Oui, non, il y a pas de tulle, mais. Non, là, c'est moi qui suis en train de regarder déjà. Elle est comment cette jupe? C'est une jupe d'hiver, donc elle est pas faux folle, mais je lui en rachèterai une pour l'été. Okay. Elle est verte foncée avec des petites licornes brillantes dessus. Voilà. Trop mignon. Trop bien. Parce qu'il trouvait que sa sœur avait des robes trop belles et que lui, il ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas de robe. Donc, non, mais totalement. Adorable. Je trouve ça trop bien qu'il ait pu te le formuler et que oui, c'est pas un débat chez nous, quoi. Non, mais sans que ce soit un débat chez vous. Moi, tu vois, ça a été un gros sujet. C'est aussi la pression de oui. Après, il la met pas pour l'école. C'est moi aussi. Par choix, j'ai peur du regard des autres. En fait. C'est terrible. C'est ça. Mais moi, l'année dernière, il m'a dit, maman, je crois que je suis amoureux de Kevin. Et il m'a dit, je vais lui dire. Et je lui ai dit, attends un peu. Parce que j'ai trop peur. En fait, je comprends. Normal. J'ai trop peur qu'il se fasse rejeter, alors qu'il était en CP à l'époque, quoi. Mais c'est normal. Voilà. Ouais, il y a Margot qui dit parce que socialement c'est beaucoup plus compliqué à assumer. Et c'est exactement ça en fait. Et en fait, je me dis, t'as beau être totalement ou partiellement ou en bon chemin d'être déconstruite, t'as beau être féministe, t'as beau être militante, t'as beau être activiste, t'as beau tout ça. Quand même, putain, j'arrive pas à acheter des trucs à paillettes à mon gamin de 2 ans. En fait, tu peux le retourner et te regarder avec douceur et te dire qu'en fait, c'est ce que tu disais aussi. C'est flippant pour son enfant. Moi, Ulysse, quand il était petit, une fois, on devait lui acheter des chaussures et on fait le tour du magasin. Et je dis essaye de me montrer un peu ce que tu veux, qu'on réfléchisse ensemble. Et là, il me montre une paire de Santiago à paillettes. Franchement, le truc était lunaire, quoi. C'est-à-dire que. Mais c'est tellement un choix d'enfant des Santiago à paillettes, j'avoue. Et en fait, j'ai bugué dans la tête parce que je me suis dit, en fait, c'est génial, elles sont trop belles et j'aime trop qu'il me demande à les avoir. Et est-ce que c'est OK? Est-ce qu'on va se moquer de lui à l'école? Et en fait, assez rapidement, je me suis refocus et je me suis dit, le sujet, c'est pas ça, meuf, c'est qu'il n'y a pas de fermeture. Et que tous les matins, tu vas te retrouver avec un truc faire des lacets, les trucs. C'était pas des lacets, mais c'était des trucs qui s'enfilaient et je sentais que ça allait être galère. Là, c'est pas des petites bottes où tu les mets, comme des chaussons. Là, ça avait l'air d'être un peu plus costaud à mettre et que ça allait être pénible. Voilà. Mais si, imaginons, il y avait eu une fermeture sur le côté. Je pense que je les aurais prises quand même. Tu vois, là, donc moi, je lui achète plutôt ses vêtements sur Vinted. J'essaye de pas trop acheter de trucs neufs, même pour moi. Et en fait, je lui ai pris un lot, parce que c'est assez pratique d'acheter des lots de vêtements. Et il y avait c'était l'année dernière ça. Il y avait un pantalon rouge. Donc pour moi, je le voyais rouge, en fait, le pantalon. Et Ulysse a commencé à me dire, mais maman, le pantalon, il est rose. J'étais là, non, il est rouge, parce que vraiment, pour moi, il était rouge. Et en fait, après, Clément m'a dit, meuf, en fait, il est un peu rose. J'étais là, mais d'où, en fait, il est rose? Il me disait, il est framboise, en fait, quoi. Et donc, c'est vrai qu'il il était un peu entre les deux. La subtilité du framboise. Voilà. Et donc, en fait, moi, j'ai eu une conversation avec Ulysse où je lui ai dit, écoute, on va faire très simple. Toi, est-ce que tu l'aimes ou pas, ce pantalon? Il m'a dit, bah ouais. Donc, il a été à l'école. Il est revenu en me disant qu'on s'était un peu moqué de lui à cause de la couleur. Ce qui est super marrant, c'est qu'il y avait des strass ici et personne ne les a vus. C'est pas les strass, c'était la couleur. C'était la couleur. Donc, tu vois, les gamins, ils sont aussi dans des trucs. Voilà, les strass, franchement, ils étaient. Ils étaient très drag queen, quoi. Franchement, c'était un petit papillon, je crois, tu sais, genre, bref. Et non, les gars, ils étaient sur la couleur, quoi. Et donc, on a re-eu la discussion. Il m'a dit, maman, à l'école, il y a des gens qui sont moqués de moi. Je dis, ok, Ulysse, mais moi, en fait, ce qui m'importe vraiment dans la vie, c'est que toi, tu sois bien avec toi-même. Est-ce que toi, tu l'aimes, ce pantalon? Il m'a dit, oui, maman, je l'aime. Je dis, en fait, tu t'en fous de ce que pensent les gens, Ulysse? Oh, c'est trop bien. Voilà. Et après, je lui ai dit, papa, est-ce qu'il met du rose? Oui, regarde, nanana. Et donc, on a eu cette discussion. Et en fait, maintenant, le pantalon, maintenant, il est trop petit, ceci dit. Mais il l'a mis sans plus aucun. Et puis, les gamins ont arrêté de commenter aussi parce qu'il a assumé, quoi. C'est bien.
Moi, j'ai peur de lui transmettre des trucs, tu vois. Je me dis, ça se trouve, il aurait pu aller à l'école avec sa robe ou sa jupe. De transmettre ta peur. Ouais. Ou, Mais c'est peut-être pas pareil aussi, une jupe. Ouais, une jupe, il y c'est a un aussi peu, moment- c'est un level au-dessus, quoi. c'est plus engageant, entre guillemets, tu vois. Enfin, Ouais. Après, s'il insiste pour mettre une jupe, moi, je trouve que ça... Oui. Tu vois, ça vaut le coup peut-être d'avoir cette discussion, quoi. Oui. Après, il la met à la maison sans souci. Non, et puis moi, je trouve ça ouf par rapport à ton fils, c'est que tu te rends compte à quel point il se sent dans un endroit safe avec toi et chez toi pour se dire, je veux une jupe, on m'offre une jupe, il n'y a pas de problème. Non, mais t'imagines, dans plein de familles, ça pourrait ne pas être le cas. Et il a cette chance, tu vois, d'être dans un endroit safe avec vous. Et je trouve ça juste trop bien. Ouais, c'est trop cool. C'est gentil. Ouais, c'est trop cool. T'as réussi quelque chose de top, quoi, pour inculquer après, ce tu vois, truc, ça va aussi avec ce qu'on lui enseigne au quotidien. Je pense que pour toi, oui, c'est mais c'est pareil. en ça que je te dis que c'est une réussite de votre part à tous les deux. On lui lit Patatouille de Tiffany Cooper et tout ça. Enfin, tu vois, ça va avec. Oui, quoi, tout est cohérent, quoi. Oui, ouais. d'ailleurs, il y a Patatouille 2 qui sort de Tiffany Cooper. Je le balance comme ça. Je l'ai reçu au travail. C'est vrai. Oui. Ah, trop bien, moi aussi. Il faut que je le lise et que je le chronique. Pardon. Rien à voir. Par contre, nous avons Margot qui nous dit « Alors moi, il a des paillettes quand même, pas mal de roses dans la garde-robe, mais j'ai déjà des remarques, alors j'imagine pas une jupe. » Ouais, c'est ce qu'on dit. Ouais, Margot, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, je pense qu'il y a, voilà, comme d'hab, de la nuance à avoir et de l'ambivalence à avoir aussi. Et protéger nos mômes de ce qu'ils peuvent se taper à l'école, c'est clair, mais leur laisser un endroit... Et puis ça dépend des endroits à la maison aussi, et ça dépend aussi des endroits et comment ils sont capables de réagir. Ça dépend peut-être des enfants aussi. Oui, ça dépend des enfants, ça dépend de plein de choses. Si Ulysse il te dit non mais je l'aime, je m'en fous. Oui. Enfin moi je sais qu'Oscar, mon fils pardon, il est très à regarder le regard des autres. Enfin il est très. Oui. Et tu vas pas changer ça d'un coup. Non. C'est un long travail en fait. Mais petit à petit, tu vois, étape par étape, allons-y déjà. Il a eu sa jupe, il peut la porter. Enfin tu vois, il y a pas eu de frustration à ce niveau-là aussi ou de rejet ou. Il a vu que c'était pas mais les enfants sont surprenants quand même parfois parce que tu vois j'avais fait un reportage sur une petite fille qui s'appelle Lily qui habite à Carcassonne, mais même pas à Carcassonne, elle habite dans un petit bled et en fait Lily c'est une petite fille trans et du coup elle a fait sa transition à l'école et tout et franchement imaginez quoi, Carcassonne mais même pas Carcassonne, un bled à côté de Carcassonne quoi. Ça s'est hyper bien passé. C'est vrai. Ouais, la gamine a été super bien accueillie. En fait les gamins étaient là genre ok. Enfin, ils étaient là, donc maintenant tu t'appelles Lily, ok, très bien. Tu sais, ils s'en foutent en fait. C'est les adultes qui. C'est ça. Et d'ailleurs, en fait, moi j'ai fait cet article parce que l'éducation nationale était insupportable. Avec Lily. Enfin, ils se sont hyper mal comportés. Il y a eu un appel à la rentrée où la maîtresse a demandé le dead name de Lily. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Quelle angoisse. Non, c'était horrible. En disant... ça me fait penser à ce docu aussi de Sébastien, qui s'appelle Petite Fille. Ah oui, Lipschitz. Je sais jamais le prononcer. Mais c'est pareil, là aussi, les parents étaient hyper... non, mais les enfants, en fait, en fait, les enfants, ils peuvent être cruels, mais ils sont quand même globalement assez ouverts au changement. En fait, comme leur cerveau est pas complètement... Enfin, c'est pas fini, quoi. Tout est un peu... open quoi. Donc c'est aux adultes de poser les limites et ce qui est normal ou pas normal. Mais n'empêche que je m'énerve toute seule, tu vois, à pas réussir à changer des trucs, tu vois, par rapport à mon fils, à aller dans le rayon meuf et de lui prendre des trucs qui sont stéréotypés, tu vois, par choix, par goût. Mais moi, je crois qu'il faut aussi être aligné avec soi-même et que ça sert à rien de faire un truc où toi, tu vas pas être à l'aise, où ton enfant va pas être à l'aise. En fait, il y a un moment donné où le militantisme, c'est bien joli, mais il y a la vraie vie, quoi. Enfin, et en fait, en quoi c'est utile d'être mal à l'aise, d'avoir ton enfant avec un vêtement où t'es pas bien, tu vois. Enfin, je veux dire. Non, oui, mais complètement. Et par ailleurs, on est quand même sur une société qui est sexiste depuis des milliers d'années. C'est-à-dire que ça date pas de 2002, quoi. Du coup, c'est bien aussi de se dire, je trouve, de prendre un peu de hauteur et de se dire, le petit pull à papillon. Le petit pull à papillon rose à paillettes. Voilà. Ça ne va pas changer la face du monde non plus, tu vois. C'est aussi être réaliste sur ce qu'on fait, l'incidence que ça a. Enfin, on est quand même dans un mouvement, quoi. C'est pas toi toute seule avec le petit pull à papillon qui va changer. Tu sais pas. Un jour, Georges te demandera. Enfin, pardon, je donne le nom de ton fils. Allons-y. Le nom de ton fils te demandera. Jojo. Un pull à paillettes. Oui, et je dirais pas non du tout. Tu diras pas non. Ah non, absolument pas, absolument pas. Mais en fait, c'est plus que. C'est vraiment de la réflexion personnelle, tu vois, ça me questionne sur une espèce d'hypocrisie que je peux avoir en fait en parlant tous les jours des stéréotypes, en militant pour que ça se pète la gueule, en faisant vraiment, tu vois, des articles, des engagements, des machins, et qu'en fait, quand ça me concerne moi, tu vois, mais peut-être aussi que c'est pas lui, non ? Je sais pas. En fait, moi, par exemple, Ulysse, il y a des vêtements que je vois qui sont
qui sont des vêtements de filles où je me dis ça pourrait être lui, tu vois. C'est son style, c'est son style. Ouais. Sachant que le gars est de plus en plus dans un style normcore que vraiment. Hein. C'est vrai. Il est fan. On peut dire une marque ou pas? Ouais. Il est fan de Decathlon. Ah oui, mais c'est vrai. Plein d'enfants sont fans de Decathlon. C'est le truc de la génération. Le gars, sa passion dans la vie, c'est sa polaire. Ah, mais Polaire, au moins ça te coûte pas cher. Bah, tu vois, polaire, parce qu'il y a plein d'enfants qui aiment Nike et tout ça. J'ai un pull rose. Je suis complètement débraillée, excusez-moi. J'ai un truc léopard. Alors, je tiens à vous préciser que c'est une combinaison en entier. Magnifique. Genre doux, en fait, Decathlon. Tu me respectes ou quoi? C'est genre, il y a un moment donné. Peut-être qu'il se pose. Je sais, petit bâtard, exactement. Ouais, complètement. Donc voilà, t'es toi, t'es Jacques Demy et t'as quoi comme enfant? Steve Jobs. Super. On est bien contents. Hein. Bah, tu sais, toujours dans le délire des stéréotypes, ma fille, donc que j'habille de toutes les couleurs possibles en essayant d'être neutre, entre guillemets, dans le sens que ça aille le plus mix possible. Sa passion, c'est uniquement ce qui brille, ce qui est rose fuchsia, avec des strass, des paillettes, des machins. C'est tellement fun, les strass et les paillettes, tu vois. Ouais, mais en plus, j'adore ça, c'est pas le problème, tu vois. Mais c'est juste que je sais qu'elle le fait en totale opposition, en fait. Ouais, mais c'est peut-être elle aussi, tu vois. Parfois aussi, en fait, il y a un moment donné où on peut se dire, Ulysse, moi, je commence à me dire, en fait, c'est son style. C'est son style, oui, c'est sa personnalité. C'est sa personnalité. Et tu vois, j'ai une de mes meilleures potes qui a une petite fille, et ma pote met très peu de jupe, elle est très en pantalon, coupe garçon, entre guillemets, bon, bref, avec tout ce que ça a de discutable de dire ça. Elle a une petite fille qui est en mode paillettes, qui lui demande des jupes. Et moi, j'avoue, comme c'est mon style, je suis là, you go, girl. Et ma pote, je sais pas ce que je dois faire. Je dis, mais laisse-la vivre. Vive les paillettes. Vive les paillettes. Allons-y, quoi. Les paillettes sont bien pour tout le monde, justement. Enfin, et ça, c'est un truc qui est super important aussi. Je trouve que c'est, tu vois, quand tu déconstruis, si tu te dis, en fait, c'est bien pour tout le monde, qu'est-ce qu'il y a de mal à ce qu'une petite fille aime bien les paillettes? En fait, le problème, c'est d'être enfermé. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ce qu'un petit garçon soit en polaire aussi? Tu vois, enfin, je trouve qu'il y a aussi un truc à trouver de nuances. Comme toujours la nuance, hein. Toujours. C'est bien, comme ça revient toujours. Ah, c'est ouf. Non, mais voilà, je trouve ça intéressant qu'on ait cette discussion, voir un peu. Ça m'interroge et ça m'énerve en même temps. Alors, je sais pas si j'ai le temps ou comment. Oui, tu as le temps. Ouais. Oh, par contre, j'ai plus de batterie sur l'ordi. À un moment, je ne vais plus vous voir. Désolée. On vous verra sur la télé, mais mon ordinateur, je pense, va bientôt s'éteindre. Parce que tu sais que le Stream Deck, je crois qu'il fonctionne avec ton ordinateur. D'accord. Donc, il faut pas que mon ordinateur s'éteigne. Et en même temps, ça fait combien de temps qu'on fait cette émission qui devait durer 1 heure? Ça fait presque 2 heures. Ça fait prestre 2 heures. Merde. Bon, donc, je vais pas raconter mon histoire. Au moins, c'est concentré. C'était cool. Au revoir. En fait. Et puis, en plus, vous êtes toujours là et toujours aussi nombreux. C'est incroyable. C'est cool. Au moins, c'est que tout le monde passe un bon moment. Oui. Je vais, je pense, du coup, enchaîner un petit peu sur... je suis désolée, faut que je finisse par respect pour celles qui ont posé leurs questions sur Instagram. Notamment Chloé Lafay, qui, pour elle, être un parent féministe, c'est déconstruire les stéréotypes dans les discussions et les jeux et montrer l'exemple à la maison. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on fait toutes? Tu m'entends? Ouais. Moi, dans les jeux, je sais pas trop. Moi, je sais que dans les livres, je remplace toujours, quand il y a les hommes, je mets les humains. Ouais. Et j'essaye de mettre... de faire de plus inclusif, les filles et les garçons, etc. Genre la propreté. Et demande à maman d'aller t'essuyer les fesses. Demande à papa et à maman d'aller t'essuyer les fesses. Déjà, pourquoi tu lui demandes ça? Mais dans les jeux, je sais un peu. Dans les jeux, je sais pas parce qu'ils jouent pas à des jeux très. Enfin, tu vois, ils jouent tous les deux. Soit ils jouent tous les deux aux dinosaures, soit ils jouent tous les ensemble, soit ils jouent ensemble à la poupée. Tout le monde joue au Barbie, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai la même aussi. Même j'ai mon fils qui chope toutes les Barbies de sa sœur. Après, ils se cognent mutuellement dessus. Non, vraiment, ça fait des trucs chelous à la maison quand même. Tout le monde se cogne dessus en jupe à paillettes. Qu'est-ce qu'on va devenir? Je ne sais pas. C'est Éric Zemmour qui serait content de voir ça. Et toi, René, c'est la même chose? Oui, alors moi, je suis dans un truc un peu différent. C'est qu'il est grand maintenant, Ulysse. Mais surtout, en fait, moi, je le dis dans mon livre, mais en fait, j'aime pas jouer. Enfin, genre pas. Ouais, mais c'est boring. Moi, j'aimerais trop rencontrer des parents qui aiment vraiment authentiquement jouer. Moi aussi. Surtout aux petites voitures. Ouais. Le pire truc de la Terre, sérieusement, quoi. Ouais, les petites voitures, mais aussi, moi, tout ce qui est... Les Lego. Ça me même Dinette et tout, ça me... Dinette, c'est ultra chiant. Genre, préparer à manger. Ah non. Ça, c'est bon. Mais y a rien dans ton putain de verre. Franchement, les Playmobil, j'adorais les Playmobil, mais maintenant, adulte, regarde le cheval, il court sur la barrière et la ferme et machin. Et puis on dit que t'es ça, et puis après tu fais ça, et puis si tu le fais pas comme il faut, en plus tu te fais engueuler par un truc qui fait 1m20. Et alors moi, ma fascination la plus grande,
comprendre les gens qui se mettent à quatre pattes et qui marchent et qui font le cheval. Mais ça fait trop mal aux Ça genoux. fait mal aux genoux. Et genre, vraiment, j'ai essayé une fois parce que c'était une espèce d'image d'Épinal là, que t'as de la parentalité. Tu te dis, elle fait le cheval avec son enfant. Et en fait, mais en faire sur terre, mais jamais. Ça te nique les cheveux, c'est pire qu'une Moi, je suis pas d'accord. Donc, tout ça pour dire que j'ai un souvenir assez vif d'Ulysse en train de jouer aux petites voitures qui me dit, on joue ensemble. Mais donc, moi, évidemment, je me dis par culpabilité, oui, bien sûr, jouons ensemble aux petites voitures. Et là, en fait, le gars, j'ai compris que je ne servais à rien dans son jeu puisque il était là à me dire genre, donc, non, tu touches à rien. Et je dis, ah, mais donc moi, je me gare un peu ici, là. Non. Et donc, en fait, au bout d'un moment, j'ai compris que c'était pas, on jouait ensemble. Je devais le regarder jouer. Donc là, j'ai subtilement dit, je dois y aller, je suis désolée. Pas vrai. Je baisse mon écran en me disant, je vais peut-être garder un petit peu de batterie. Nous avons enfin une dernière question d'un compte qui s'appelle Les Copines d'abord .podcast. Qui dit « Élever un enfant de façon féministe, c'est aussi lui montrer l'importance de l'amitié et de toute autre forme d'amour, autre que le couple traditionnel. » Et je trouve ça hyper chouette comme réflexion parce que justement, c'est une parfaite transition pour la suite du sujet et la fin du sujet. À savoir que là, en 2024, ça veut dire quoi, du coup, être une famille, maintenant ? Je pense que toi, tu l'as bien expliqué. Ce que c'est qu'être une famille, c'est d'aller au-delà des liens... Au-delà des liens du sang, quoi. Et de pour moi, c'est ça, ta propre famille. Et que justement, la famille, elle peut être partout, en fait. C'est pas forcément celle d'où on vient ou celle qu'on se crée. Ça peut être, enfin, celle d'où on vient ou celle qu'on a créée. Ça peut être aussi tout un ensemble, tout un village. Et que ça fait plein de gens à aimer aussi. Plein de gens chiants aussi pour parfois, moi, du coup, c'est vrai que la définition assez simple, c'est plutôt, qu'est-ce que chaque personne considère qu'est sa famille, en fait. Quoi, voilà. C'est quelque chose qu'on définit soi-même, en tout cas. C'est ça, et comment on se projette dedans et quelle place on veut que ça ait et l'importance que ça puisse avoir aussi, quoi. Est-ce que c'est le moment de conclure cette émission ? Je crois, parce que de toute manière, ton ordinateur va s'éteindre, donc du coup, on part très vite comme ça. Vous n'êtes pas en avance accélérée, c'est juste, je suis désolée. Écoutez, c'était vraiment hyper chouette de te recevoir. Mais merci. Reviens quand tu veux. Tu sais, t'as ta place sur le canapé dans la rédac. Viens nous voir. La meuf dort ici désormais. Le canapé est très confortable. Il a l'air. Et franchement, il est mout-mout. Il a l'air bien. Merci Charlotte de co-animer encore cette émission avec moi. Merci à toi. Merci beaucoup trop. Moi aussi, je suis très contente. Moi aussi, pareil. Je suis très très heureuse que tu m'aies proposé de co-animer avec toi à l'apéro des Daronnes. Trop d'amour. Et on se retrouve techniquement, si d'ici là, je suis pas passée sous un camion ou je ne sais pas parce que non mais j'enchaîne tellement les galères que non, voilà. Pas de malheur. Techniquement, c'est le 5 mars. Je vous dis pas avec qui parce que je ne le sais pas moi-même. Vous verrez bien, ce sera une surprise, donc soyez là. Le 5 mars, évidemment, cette émission est disponible en replay. Enfin, je le sera bientôt, laissez-moi 2 minutes. Sur YouTube, en podcast. Et puis, il y aura peut-être des petits reels, il y aura peut-être des machins. Suivez René sur Instagram. Suivez-moi, mais pas trop. Suivez Charlotte également. Et puis, on vous aime. À bientôt. Bisous. À bientôt. Merci. Je sais pas où il faut regarder, mais à bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi. Au revoir. Au revoir.